L'enjeu est immense. Si je gagne cette élection, ce ne sera pas une alternance de plus, mais le début de la reconquête du plus beau pays du monde. Quand j'étais jeune, j'aimais les Trois Mousquetaires, comme tous les petits garçons qui se respectent, et j'ai la nostalgie des duels sur le pré. Impossible n'est pas français. Nous ne serons les obligés de personne. La France qui redevient puissante, c'est nous. La France indépendante. Elle est belle ma galette. L'union des droites, c'est l'appel que je lance ici. Le gaullisme de reconquête. Je dis non au grand remplacement. Résistez à cette décadence. Ne vous laissez pas voler cette élection. La France est de retour. Vive la puissance, vive la souveraineté et surtout, vive la France! Bonsoir à tous et bienvenue dans Élysée 2022, la grande émission politique de la présidentielle en direct sur France 2 et sur TV5 Monde. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Merci d'être là, ça se rapproche. On est à 24 jours, un peu plus de 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. On rentre dans la dernière ligne droite et vous le savez, chaque semaine, les grandes figures de l'information du service public interrogent les candidats avec aussi des grands débats à chaque fois. Et ce soir, ce sont pas moins de 3 candidats qui vont se succéder dans Élysée 2022. Dans quelques secondes, Éric Zemmour sera donc notre premier invité. Il débattra avec Yannick Jadot. Et autant vous dire que sur l'Ukraine, sur l'Europe ou sur l'immigration, ils ne sont pas du tout d'accord. Un débat qui promet. Puis ce sera Anne Hidalgo qui affrontera le patron des députés La République En Marche, Christophe Castaner. Ils reviendront notamment sur la grande proposition d'Emmanuel Macron de porter la retraite à 65 ans. Et le débat risque bien d'être tendu. Enfin, Nicolas Dupont-Aignan sera opposé au député et porte-parole de La République En Marche, Roland Lescure. Ils parleront notamment de la sécurité. Voilà pour le programme. Laurent, je pense qu'il est temps d'accueillir notre premier invité, Éric Zemmour, tout de suite. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Attention à la marche. C'est bon. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Éric Zemmour, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est une grande soirée de débat sur France 2, mais il y a aussi, Laurent, des questions de journalistes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ici derrière oui, je vais vous les présenter. Vous allez ce soir, Éric Zemmour, répondre aux questions de Thomas Negaroff de France 5, qui vous interrogera sur les questions d'éducation et de transmission. Nathalie Saint-Cric, avec elle, vous parlerez notamment de la situation en Corse, et puis de votre vision de l'avenir de l'île, et puis aussi des questions de société. Dominique Seux, le directeur délégué de la rédaction des Échos, vous posera des questions sur les principaux dossiers économiques du moment. Francis Letellier, on vous garde au chaud, si je puis dire, pour Anne Hidalgo, pour l'interroger tout à l'heure. Et puis Patrick Cohen va aussi nous rejoindre pour interroger également la maire de Paris. Il y a les signatures de France Télé, mais il y a aussi, et comme à chaque fois, les 200 Français qui nous entourent, qui se sont connectés. Oui, vous voyez, Éric Zemmour, ils sont tout autour de vous, de nous, 200 Français qui sont chez eux, devant la télévision, qui sont connectés et puis qui sont là pour vous poser des questions, réagir à vos propositions, les évaluer, les sous-peser, les aimer ou ne pas les aimer. Puis aussi, on pose des questions. Tiens, on a commencé, on a simplement demandé aux téléspectateurs qui sont autour de nous, là, qui vous regardent, en un mot, de vous qualifier, Éric Zemmour. Alors voilà, il y a plein de mots qui sortent. Alors évidemment, plus le mot est gros, plus l'occurrence est revenue. Alors vous êtes jugé par certains raciste, dangereux, clivant, agressif, bizarre, dynamique, extrême, courageux, inquiétant, polémiste. Qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces mots ? Que je ne sais pas comment vous avez choisi votre panel déjà. C'est un panel qui est recruté par Ipsos, de Français qui sont représentatifs. Si vous voulez, c'est pas mes partisans qui l'appellent comme ça. Non, bien sûr. Je pense surtout que... il y a honnête, courageux, absolument, sincère, lisez tout. Absolument, tout. mais plus petit, vous les avez mis en plus petit. Parce qu'il y a plein de monde qui le... Oui, c'est pour ça. Oui. Et je pense que, et ça sera l'objet de cette émission et des dernières semaines de la campagne, je pense que beaucoup de gens sont endoctrinés par les médias et que c'est le discours que véhiculent mes adversaires et les médias depuis tant d'années, des caricatures qu'on véhicule sur mon dos, et je pense que je vais convaincre les gens qu'il n'y a rien de tout cela. Vous avez 1 heure pour faire changer les mots, alors.
Comment on fait pour réagir, Laurent? Vous nous montrez... Oui, n'oubliez pas. Il y a un petit flash code qui s'affiche à l'écran. Vous le prenez en photo et là, vous arrivez sur le live de franceinfo.fr avec des analyses, des réactions, puis aussi les questions que peuvent aussi poser les internautes. Éric Zemmour, avant d'accueillir Yannick Jadot, d'abord 2-3 petites questions, si vous le voulez bien. Dans une longue conférence de presse cet après-midi, Emmanuel Macron a détaillé son programme. Et dès ses premiers mots, je ne sais pas si vous l'avez écouté, vous avez eu le temps de l'écouter. J'ai écouté des extraits, oui. Dès ses premiers mots, il a déclaré, je le cite, se démarquer de certains programmes qui proposent le repli sur soi, le rétrécissement, la nostalgie, et même, dit-il, la nostalgie de ce qui n'a jamais été. Est-ce que vous vous sentez visé? Vous savez, je suis visé par Emmanuel Macron depuis le début. J'ai bien compris dans toutes ces phrases, dans toutes ces allusions, il a bien compris, lui, que le vrai débat, c'était entre lui et moi. Parce que nous avons deux visions de la France. Il a dit dans sa lettre aux Français, qui était aussi ennuyeuse que son intervention de cet après-midi, de ce que j'ai vu, c'était tellement détaillé, on aurait dit un texte de Premier ministre. Mais passons, il a dit... nous ne voulons pas revenir à notre enfance, mais s'occuper de l'enfance, de l'avenir de nos enfants. Oui. Et pour moi, c'est le fond de l'affaire. Si j'ai 30 secondes. C'est-à-dire que vous voulez revenir à votre enfance? Non, je veux pas revenir à notre enfance. Moi, je veux transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants le meilleur de la France de notre enfance. Emmanuel Macron, lui, veut tout détruire. Tout saccager. Il pense que chaque génération doit détruire la France d'avant. C'est ça notre débat fondamental. Par ailleurs, sur le fond, si vous m'interrogez sur le fond de ce qu'il a proposé... C'est ce que j'allais vous dire. Retraite à 65 ans, RSA conditionné à 15 heures de travail, réduction des droits de succession, vous l'avez entendu, une convention nationale sur la fin de vie. S'il y avait une mesure que vous jugez bonne dans la trentaine qu'il a exposée cet après-midi, et une qui vous hérisse le poil, ou que vous jugez totalement catastrophique, je peux même en juger plusieurs bonnes, puisqu'il y en a... Il m'a pris plusieurs mesures, la suppression de la redevance. Moi, je privatise le service public en échange, je finance, quoi. Il a aussi la retraite à 65 ans, je dis la retraite à 64 ans, donc je ne suis pas hostile à tout ce qu'il dit. Ce que je dirais, vous dites comme Valérie Pécresse, il me pique mes non, je dis pas ça, il est venu après, donc bon, après tout. Non, c'est pas ça le plus grave, honnêtement. Je dirais, j'ai retenu trois leçons, mais très rapidement. Très rapidement. Un, c'est le grand reniement. Le grand reniement parce qu'il renie tout ce qu'il n'a pas fait ou tout ce qu'il a même contesté sur l'héritage, sur la retraite, sur le nucléaire, sur la compétitivité. Bien. Il propose le contraire de ce qu'il a fait. Bon. Puis, le grand oubli. Parce que le grand oubli, le cœur de notre affrontement, c'est l'immigration. Il n'y a rien sur l'immigration. Avec M. Macron, on continuera. 2 millions d'immigrés légaux tous les 5 ans, plus les clandestins, etc., etc. Et 3, pardonnez-moi, le grand aveu, quand il dit que Mme Pécresse, s'il gagne, serait sa ministre. Pour moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Pécresse appellera à voter Macron, et si M. Macron gagne, elle sera évidemment sa ministre. Dernière question, puisqu'il s'agit de vous, là, maintenant, ce soir, et pas d'Emmanuel Macron. C'est votre première campagne électorale, Éric Zemmour. Vous avez surpris tout le monde en décembre dernier, en franchissant le Rubicon, en passant de commentateur, d'éditorialiste, de polémiste à homme politique. Jusque-là, vous commentiez la campagne des autres. Maintenant, vous la faites, votre campagne. Je voulais juste savoir qu'est-ce qui vous avait le plus surpris dans cette nouvelle fonction de candidat, d'homme d'action, et pas seulement de commentateur. À quel point d'avoir analysé des campagnes électorales précédentes et des grandes campagnes électorales de François Mitterrand, de Jacques Chirac, m'avait servi. Je dirais que c'est très utile. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, Léa Salamé, si vous me donnez une minute. J'ai une conviction, justement, à l'aune de mes analyses passées. Je serai au second tour. Tout l'indique. Pas les sondages. Des sondages. C'est ce que je voulais vous dire. Bon, je suis quand même... Quand ils étaient bons, vous les citiez. Non, mais je critique pas les sondages. Non, je critique pas les sondages. Je dis que c'est un élément intéressant. Je suis quand même au 3e dans les sondages. C'est pas si mal. Ça dépend desquels. Ça dépend lesquels, mais regardez les derniers. Mais peu importe. Il y a des autres éléments. Accordez-moi ça. J'ai observé beaucoup de campagnes, on le disait. Il y a l'enthousiasme dans les meetings. Il y a les adhérents. 116 000 en 3 mois pour un parti neuf. Il y a les audiences de télévision. Vous voyez, tout cela prouve qu'il y a un enthousiasme, un engouement autour de moi. Et je dirais, par ailleurs, que je suis le seul à faire le rassemblement des droites. Madame Pécresse ne le veut pas, Madame Le Pen ne le peut pas. Vous savez, Madame Le Pen dit qu'elle est le vote utile parce qu'elle est 2e. Non. En vérité,
elle a perdu toutes ses campagnes, toutes ses élections. C'est un vote utile uniquement pour les finances de son parti. Éric Zemmour. On va pas parler de Marine Le Pen. Ah non, mais je finis simplement. Non, alors je parle de moi. Et c'est fini là, parce qu'on va accueillir Yannick Jadot, on va débattre. Non, je tiens à vous dire quand même que, regardez, Marion Maréchal Le Pen m'a rejoint, Guillaume Pelletier m'a rejoint, bien d'autres, du RN, de LR. Je suis le seul à rassembler les droites. Donc j'appelle, et j'ai fini, j'appelle tous mes partisans à venir au Trocadéro le 27 mars nous rejoindre. Voilà. Il y avait une petite pub. C'était le moment promo. C'était le moment promo. Bien, allez, tout de suite, place au débat. On accueille le candidat Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle. On accueille Yannick Jadot dans Élysée 2022. Attention à la marche, vous aussi, je sais. Elle est méchante. Il y a plein de pièges. Il y a plein de pièges. Bonsoir. Merci Yannick Jadot d'avoir accepté de débattre avec Éric Zemmour, que ce soit clair sur l'accueil des réfugiés, sur l'immigration, mais aussi sur la défense européenne, sur l'OTAN. Vous n'êtes d'accord sur à peu près rien. Vous avez deux visions du monde véritablement opposées que vous allez pouvoir exposer et l'un et l'autre. On va commencer évidemment par la guerre en Ukraine. Je rappelle que 2/3 des Français disent que cette guerre en Ukraine va influencer leur vote dans 3 semaines. Hier, Joe Biden, le président américain, a dit pour la première fois que Vladimir Poutine était un criminel de guerre. Êtes-vous d'accord l'un et l'autre avec cette assertion? Vous avez la parole, Yannick Jadot. Oui, et ça fait un moment que je le dis, ça fait des années d'ailleurs. Vladimir Poutine, en 20 ans, n'a pas changé. Vladimir Poutine, c'est celui qui a rasé Grozny, qui a massacré les Tchétchènes. Vladimir Poutine, c'est celui qui a bombardé les populations civiles à Alep, les populations syriennes. C'est celui qui a déjà fait une guerre en Ukraine et qui aujourd'hui bombarde, y compris des hôpitaux pédiatriques, y compris un théâtre dont on ne sait pas encore le nombre de victimes. Donc oui, c'est un criminel de guerre et j'espère que lui et ses complices, à un moment donné, devront témoigner, devront rendre des comptes devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Éric Zemmour, vous êtes d'accord? Tout ça, je vais vous dire, ce sont des mots. Les bombardements de population civile? Non, pas les bombardements de population civile. De l'appeler criminel de guerre. D'accord. Tout ça n'est pas responsable. Tout ça, c'est monté aux extrêmes. Qui va juger un président de puissance nucléaire, Monsieur Jadot? Personne. Mais ne croyez pas cela. J'espère que lui, ne croyez pas cela, Monsieur Jadot. Un jour seront jugés. Et vous le savez très bien. Tout ça, ce sont des mots qu'on sort, on est content, on se fait plaisir. Mais c'est pas ça la diplomatie. C'est pas ça les rapports de force. C'est pas ça les rapports entre les puissances. Moi, j'aspire à être président de la République. Et donc, quand on est président de la République, on discute avec tout le monde. Monsieur Macron lui-même continue à discuter avec Monsieur Poutine. Je rappelle quand même que Monsieur Biden, les Américains, ont dit quelques jours avant l'agression de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, que les États-Unis n'interviendraient pas, que l'OTAN n'interviendrait pas. Donc tout ça est un peu un rideau de fumée, vous voyez. On dit, alors on se fait plaisir, Monsieur Jadot, vous êtes content, vous passez pour le grand moraliste et le grand donneur de leçons, mais en vérité, tout ça ne sert à rien. Mais comme d'habitude avec les Verts, les Verts s'abreuvent de grands mots, mais en vérité, il n'y a aucune conception de la réalité, du réel. Le réel, c'est que la Russie est une grande puissance mondiale, que les puissances nucléaires. Vous allez faire la guerre à la Russie, vous allez risquer une guerre nucléaire, Monsieur Jadot. Vous savez, Monsieur Biden, rangez vos leçons de morale qui ne servent à rien. Monsieur Biden, qui est président des États-Unis, lui-même considère que Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Il va faire la guerre à la Russie, Monsieur Biden. Mais la question n'est pas de faire la guerre. Si c'est la question, Monsieur Jadot. Non. Mais si, parce que j'ai bien compris que vous avez capitulé pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens. Non, moi je ne capitule rien du tout. Comme depuis très longtemps, vous avez capitulé, y compris pour défendre l'intérêt de la France. Parce que la réalité... Mais ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas, Monsieur Zemmour. Non, la France, ça vous connaissez pas, ça. L'intérêt de la France, c'est quelque chose qui vous passe au-dessus. Mais attendez, vous êtes un internationaliste et un pacifiste, Monsieur Jadot. Vous êtes au-dessus de tout ça, vous savez. Vous ne connaissez pas l'intérêt de la France. À chaque fois, Monsieur Zemmour, que vous avez servi la soupe à Vladimir Poutine, que vous avez validé ses options géopolitiques, y compris en Ukraine, ou sur la scène internationale, à chaque fois que vous avez validé Trump, à chaque fois que vous avez validé Bolsonaro ou Orban ou d'autres. Et Poutine, c'est la même chose. C'est l'international, c'est l'international des nationalistes. Quand vous faites ça, Monsieur Zemmour, et quand en même temps vous refusez l'Union européenne, qu'est-ce que vous racontez de notre pays? Vous racontez de notre pays qu'en fait nous serons une toute petite puissance
qui sera vassalisé, parce qu'au fond, votre admiration pour Poutine, c'est une forme de vassalisation, et qu'on nous n'aurons pas les moyens de peser sur la scène internationale. Moi, j'aime la France, Monsieur Zemmour, mais j'aime une France qui rayonne, j'aime une France qui pèse dans les affaires du monde, pas une France qui se vend à Vladimir Poutine ou à d'autres. Éric Zemmour. Est-ce que vous considérez, Monsieur Jadot, que Monsieur Chirac était vassalisé de Monsieur Poutine ? Est-ce que vous considérez que M. Sarkozy était le vassal de M. Poutine ? Est-ce que vous considérez que le général de Gaulle était le vassal... le général de Gaulle, ça y est. Vous me laissez finir ? Le général de Gaulle. Vous n'avez pas interrompu ? Le général de Gaulle. Attendez, vous allez répondre. Oui. Il termine. Merci. Parce que... Est-ce que vous considérez que le général de Gaulle était le vassal de l'Union soviétique quand il souhaitait une politique d'entente, de détente et de coopération avec l'Union soviétique communiste ? Est-ce que vous vous souvenez, M. Zemmour Répondez à ma question. Oui, est-ce que vous considérez que tous ces gens étaient les vassaux de la Russie ou de l'URSS ? Mais j'ai jamais dit qu'il ne fallait pas C'était parler. la tradition de la France. J'ai suivi exactement la politique de la France depuis 50 ans. Puisque vous prétendez connaître l'histoire, réécoutez le discours du général de Gaulle quand l'Union soviétique a imposé le mur à Berlin. Vous verrez à quel point il n'était pas non aligné au sens où on capitule, mais il était construit et puissant. Mais vous savez, vous citez toujours le général de Gaulle. Je pense que le général de Gaulle, depuis le temps que tout le monde le cite, il doit s'être retourné un paquet de fois dans son... Ça, je suis d'accord. Je pense qu'avec vous, il hurle. Ah oui. Monsieur Zemmour. Alors là, vous vous trompez, Je pense monsieur qu'avec Jadot. vous, il hurle. Parce que l'Europe que vous portez, c'est pas celle du général de Gaulle qui serre la main à Adenauer pour construire notre puissance collective. L'Europe que vous portez, c'est celle de Pétain et Hitler à Montoire. C'est celle de la capitulation. C'est celle d'une Europe, parce que vous, en fait, vous préférez innocenter Pétain que de construire une Europe qui nous permet un rapport de force. Moi, l'Europe que je veux, pour peser dans les affaires du monde, c'est effectivement une puissance française forte, dans une Europe forte, parce que c'est notre seule chance, c'est notre seule opportunité pour peser vis-à-vis des puissances économiques comme des dictatures. Sur ce point-là, vous divergez. Je réponds sur tout. Bien sûr, vous répondez sur tout, mais il faut aussi avancer sur l'avenir. D'abord, Monsieur Jadot, je vais vous dire, puisque vous avez évoqué Pétain, je vais vous dire. J'ai beaucoup hésité à débattre avec vous. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ? Non seulement parce que vous aviez dit il y a 6 mois qu'il fallait débattre avec moi, vous avez fait la leçon de morale comme d'habitude à M. Mélenchon. Vous n'étiez pas candidat. Mais vous avez pas, c'était pas pour ça que vous ne vouliez pas débattre avec moi. Vous n'étiez pas Mais je vais continuer. Il est là. Il est là, bien sûr. Il est là. C'est moi qui ai hésité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a quelques jours, quelques semaines, vous m'avez traité de juif de service. Oui. Et vous avez montré là votre vrai visage. C'est-à-dire le visage non seulement d'un raciste, mais en plus d'un allié des islamistes. Parce que ce sont eux qui parlent comme ça. Très bien. Et si vous connaissiez, au lieu de me traiter de pétainiste, comme vous dites, si vous connaissiez l'histoire de ma famille, vous n'oseriez pas, Monsieur Jadot. Mais monsieur, moi, contrairement à vous, Monsieur Jadot, laissez-moi finir. Moi, contrairement à vous, ma famille a été dénaturalisée par le maréchal Pétain. Donc c'est pas moi qui allais vous donner les leçons. Moi, j'ai un oncle qui a été envoyé dans les camps de concentration. Je connais tout ça. Alors, le cinéma sur Pétain, Montoire, Hitler, vous passez à autre chose. Maintenant, je vais répondre sur le fond. Ah bah non, attendez. Non, attendez. Monsieur Zemmour. Mais après, je voudrais qu'on poursuive, s'il vous plaît. On ne va pas refaire Pétain et les Juifs de service. Vous êtes envoyé ça au visage et l'un et l'autre. Là, il y a quand même, on est à 3 semaines du premier tour. Absolument. Il y a une guerre. Mais c'est pas moi qui ai parlé de Pétain. Non, j'entends bien. Allez-y, répondez sur ça. Reconnaissez que cette guerre, elle est importante, cette guerre. Parce que qu'au j'ai dit le fond, elle contraire. révèle les valeurs, les principes et les vrais enjeux de cette campagne présidentielle, selon moi. Tout à fait d'accord. Est-ce qu'on est complaisant avec les dictateurs ou pas ? Ou est-ce qu'on leur parle en rapport de force avec l'Union européenne ou pas ? Très bien. Mais vous savez, quand c'est même Marine Le Pen qui dit que vous êtes entouré de nazis, quand c'est, y compris vous étiez il n'y a pas très longtemps à Moissac, une ville des justes, avec un maire qui faisait des tweets antisémites. Et en permanence, vous avez le Parti de France qui vous soutient, ils disent on est super content parce qu'on peut être antisémite, on peut être raciste, on peut être révisionniste parce qu'on a un candidat qui s'appelle Éric Zemmour. Monsieur Jadot, je vous ai répondu. Monsieur Zemmour, vous êtes le candidat. Vous êtes le candidat de la France qui perd. Celle de la collaboration, celle de l'Algérie française. C'était pas le deal. Des anti-Dreyfusards. C'était pas le deal. Non, je le dis pour les deux, c'était pas le deal. Le deal, c'était de parler de l'Union européenne. Alors je vais vous poser la question. Ce n'est pas moi qui ai parlé de Pétain, je le répète. Stop, je ferme la... Par ailleurs, je vais vous dire, Monsieur Jadot,
Non, ne revenez pas. Alors, excusez-moi. Non, vous voulez qu'on avance ou non? Ah non, moi je veux pas avancer quand il m'insulte comme ça. Alors, répondez et ensuite, s'il vous plaît, on avance. Qui tue aujourd'hui des Juifs? Aujourd'hui. Est-ce qu'on tue au nom de Hitler ou d'Allah Akbar? C'est vous, les alliés des antisémites. C'est vous qui protégez les islamistes qui tuent les Juifs. Monsieur. C'est vous, monsieur. Jamais, monsieur. C'est vous, monsieur Jadot. Jamais. Alors ne donnez pas de leçons. C'est facile d'être résistant 80 ans après. Mais il ne faut pas être collabo aujourd'hui, et c'est ce que vous êtes. Vous êtes un collabo des islamo-gauchistes. C'est vous qui avez dit votre respect et peut-être votre admiration pour les terroristes qui ont tué Ali Berkacher. S'il vous plaît. Non, franchement. Venez pas sur ce terrain-là. Je vous pose la question. Venez pas sur ce terrain-là. S'il vous plaît. À l'un et à l'autre, franchement, c'est dommage. C'est dommage pour les téléspectateurs qui nous regardent. Je le répète, pardon, de nous resituer sur le contexte. Il y a quand même une guerre au cœur de l'Europe. Je vais parler de l'Europe. Avec une puissance nucléaire. Je vais parler de la Russie. Donc je vous pose la question. Vous dites, Éric Zemmour, vous dites, le coupable, c'est Poutine, mais le responsable, c'est l'OTAN. Vous voulez sortir du commandement intégré de l'OTAN. Yannick Jadot, pourquoi, selon vous, c'est une erreur? Non, attendez, non, parce que je voudrais répondre. Il l'a dit, de toute façon, tout à l'heure. Il a parlé de l'Europe qui était contre. Est-ce que le sujet, l'enjeu, c'était la Russie, le Poutine, les dictateurs, etc. Donc je voudrais répondre à ça. Vous dites, il ne faut pas sortir aujourd'hui, il nous faut des alliés, et quitte à être dans l'OTAN, autant être dans le commandement, puisqu'au moins on y a une présence et on participe à la décision. Mais mon sujet, on va y venir, mon sujet, c'est de construire une politique européenne de défense pour qu'effectivement on s'affranchisse du parapluie américain et que nous pesions en termes de politique étrangère et que nous pesions autour de dans notre voisinage et au-delà. Éric Zemmour, allez-y. D'abord, première chose, vous nous dites, l'enjeu c'est qu'est-ce qu'on fait face aux dictateurs, les démocraties contre les dictatures. Oui. Moi, je ne pensais pas du tout ça, l'enjeu. D'accord. L'enjeu, il est double. Le premier enjeu, c'est, et pardonnez-moi, vous défendez l'Ukraine pourquoi? Vous défendez l'Ukraine parce que sa souveraineté nationale a été méconnue, agressée, ses frontières n'ont pas été respectées. On est d'accord là-dessus? Ah non, attendez, elles ont été attaquées. Oui. Qu'est-ce que vous défendez? L'Ukraine. Ne donnez pas ma position. Donnez la vôtre. Alors je donne la mienne. Si vous voulez bien. L'Ukraine est une nation souveraine qui a été agressée par un autre. Oui. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, donc, ce sont des concepts que vous ne connaissez pas, monsieur. Ah pardon. D'accord. La souveraineté nationale. Vous pensez qu'il faut une Europe fédérale. Oui. Les frontières, vous pensez que ça n'existe pas pour les migrants et qu'il faut tous les accueillir. Et vous ne renvoyez personne. Donc les frontières et la souveraineté nationale, vous ne connaissez pas cela. Donc là maintenant, vous vous réveillez et vous dites... Parlez de vos positions. Donc, ayons un débat de propositions. Alors, et après, vous nous dites qu'il faut l'Europe de la défense. Oui. Il faut l'Europe de la défense. Et face à la Russie. Moi, je dis deux choses très simples. Un, l'Europe de la défense, vous parlez comme M. Macron, est une chimère. Parce que personne n'en veut. Vous m'entendez? Personne n'en veut. Pour tous les pays européens, à part nous, l'Europe de la défense, ça s'appelle l'OTAN et ça s'appelle les États-Unis d'Amérique et ça s'appelle l'armée américaine. Quand les Allemands annoncent qu'ils vont faire un budget exceptionnel de 100 milliards d'euros, qu'est-ce qu'ils annoncent en même temps? Ils annoncent en même temps qu'ils vont acheter des avions F-35 aux Américains. Parce que ça veut dire que ce qui s'est passé aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites, contrairement à ce que dit M. Macron, ce n'est pas l'instauration d'une Europe de la défense, non. C'est le renforcement de la jambe européenne de l'OTAN. Avec leur argent, les Allemands vont acheter des avions américains. Ils ne vont pas développer l'avion européen, le fameux SCAF avec les Français. Ça, c'est pour la parade. Ça, c'est pour faire plaisir à M. Macron. Alors, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que vous répondez à l'argument d'Éric Zemmour? Pour avoir une Europe et que la France puisse effectivement peser dans les affaires du monde, être non aligné, mais pas non aligné pour subir, pas non aligné pour capituler quand c'est pas simplement une frontière qui est violée aujourd'hui. Si Poutine attaque l'Ukraine, c'est parce que Poutine conteste l'idée même de démocratie, de liberté à ses frontières. Mais regardez l'histoire, vous prétendez la connaître. Poutine, quand en Biélorussie, vous prétendez la connaître, c'est tout. Quand en Biélorussie, ah pardon. D'accord, c'est inné. Vous êtes né avec. Non, j'ai travaillé. Moi, j'ai lu des livres d'histoire. Tant mieux pour vous. Quand il y a, par exemple, la démocratie qui naît en Biélorussie, qu'est-ce qu'il fait? Il force, il bloque la démocratie, il met Loukachenko et il empoisonne Navalny. Mais donc, ce qu'il nous faut, si nous voulons être non alignés, au sens où nous pesons, au sens où nous subissons personne, eh bien oui, aujourd'hui, il nous faut une politique de défense européenne. Est-ce que c'est simple? Non. Monsieur Jadot. Rien n'est simple. Mais vous voyez, quand, par exemple,
On a voulu évacuer même l'aéroport en Afghanistan. L'armée française n'avait même pas les capacités d'évacuer ses propres ressortissants en Afghanistan. Aujourd'hui, si on veut peser en Afrique, si on veut peser dans la Méditerranée, si on veut peser à nos frontières, et vous savez combien de pays sont déstabilisés à nos frontières? Eh bien oui, je pense que le grand projet européen, c'est aussi un projet de défense. Et je vais vous dire quelque chose, si vous me permettez, mais rapidement, qui va vous énerver, mais qui est profondément ma conviction. Je pense qu'aujourd'hui, pour le prochain quinquennat, le grand sujet, au-delà de renforcer notre souveraineté européenne, notre souveraineté nationale à travers l'Europe, je pense qu'il faut une union franco-allemande. Il faut qu'on ait une union franco-allemande comme une avant-garde de l'Union européenne où on mettra en commun des objectifs de défense, des objectifs de climat, des objectifs sociaux, des objectifs fiscaux. Parce qu'il nous faut aujourd'hui peser ensemble dans les affaires du monde. Répondez sur ça, Éric Zemmour. J'entends des mots intéressants, vous parlez de non-alignés, c'est ça ? Moi, ça me rappelle des souvenirs. Les non-alignés, c'est ceux qui, entre les deux blocs de l'époque, les États-Unis et l'URSS, ne s'alignaient sur aucun bloc. Ça s'appelait l'Inde, ça s'appelait la Chine. Vous voyez, rien à voir avec l'Union européenne. L'Union européenne est alignée, Monsieur Jadot. Elle est alignée sur les États-Unis d'Amérique. Et c'est comme ça qu'elle entend le rester. Et que la France, à chaque fois, et c'est tout le problème de la politique française, à chaque fois qu'elle cherche l'accord des autres Européens, y compris de l'Allemagne, j'allais dire surtout de l'Allemagne, elle est attirée mécaniquement vers la soumission aux États-Unis. C'est tout le problème. Mais oui, c'est ce qu'a découvert... On parlait du général de Gaulle tous les deux. Ouais. Vous savez, l'histoire de la politique du général de Gaulle est très instructive, parce que c'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. Il a construit l'Europe, on est d'accord ? Pas du tout. Il a essayé de faire... Non, l'Europe, c'est le traité de Rome. Il y a une décennie qui vous a échappé. La décennie 60 vous a échappé. Ah, pas du tout. Justement, c'est ce que je vais vous expliquer. Sur la construction européenne, si vous me permettez, je vais vous faire un point d'histoire très vite. Très vite. En 1963, il fait le traité franco-allemand. Ouais. D'accord ? Il fait exactement ce que vous proposez. Ouais. L'union avec l'Allemagne. En plus, il s'entend très bien avec le vieil homme, comme il dit, Adenauer. Très bien. Seulement, qu'est-ce qui se passe, Monsieur Jadot ? Quelques semaines plus tard, au moment de ratifier ce traité, le Parlement allemand, sous pression de M. Jean Monnet, le grand Européen, et derrière, sous pression des Américains, vote un préambule qui rappelle que l'alliance de l'Allemagne est déterminée non pas par l'accord avec la France, mais par l'alliance avec les États-Unis et avec l'OTAN. Et c'est là... Donc on est sorti de l'Europe à ce moment-là. Non, je vous en prie. Oui, mais enfin, vous n'êtes pas là pour faire un cours, Monsieur Zemmour. Si, Monsieur Jadot, je vais vous faire un cours parce que vous ne connaissez pas. Mais si, je connais très bien. Parce que c'est exactement la même histoire. Non, parce qu'on alors la suite, laissez-moi... On est en 2022. On est en 2022. Oui, justement. Qu'est-ce qu'on propose aux Français ? Qu'est-ce qu'on propose aux Européens ? Qu'est-ce qu'on propose à notre jeunesse ? Alors justement, peut-être qu'Éric Zemmour va... Qu'est-ce que vous proposez ? Mais parce que vous allez voir, c'est exactement la même histoire. Mais il faut qu'il y arrive, parce que là, on est toujours ensemble. On va passer de 1960 à 2022. Qu'est-ce que propose le candidat Éric Zemmour ? Oui, parce que, je répète, le général de Gaulle, furieux, dit alors, les traités, c'est comme les roses, ça ne vit qu'une journée. Et c'est à partir de là qu'il fait sa grande politique avec le Mexique, avec l'Inde, et qui s'éloigne de l'Europe, qui fait une grande politique mondiale. 2020. Il est arrivé exactement la même chose à M. Macron. Quand il a parlé de l'Europe de la défense, la ministre de la Défense de Mme Merkel a dit « Tout ça, c'est des chimères, c'est des fariboles. L'Alliance, c'est l'OTAN. » Monsieur Jadot, vous êtes comme M. Macron, vous vivez dans les chimères. Par ailleurs, et je finis. Non, mais j'ai fini. Excusez-moi. Je peux répondre à ce qu'il dit. Ah mais non, il n'y a que vous qui parlez. Mais non, pas du tout. Ah mais écoutez, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte de tout ça, c'est vous qui parlez. Non, allez-y. Donc, vous avez répondu. Sur la défense, très vite. Je suis heureux. Je ne sais toujours pas ce qu'il propose sur la défense. Ah, c'est très simple. Alors, vous voulez savoir ce que je Là, on en a jusqu'à la fin de la nuit pour arriver à une position. Non, là, on est en 2022. Vous avez fait le grand saut. Alors, vous voulez pas être président de la République, mon programme de la défense, il est très simple. Vous voulez être prof d'histoire, c'est très bien. C'est très bien, c'est très utile. J'adore ça aussi. Vous l'aviez prévu, votre punchline. Non, même pas. Même pas, je suis stupéfait comment vous comportez. Mon programme, il est très simple. Moi, je veux une défense nationale.
Parce que le général de Gaulle nous a appris, puisque vous aimez qu'on le cite, que la défense ne pouvait être que nationale et que sa guerre ne pouvait être que la guerre de la France. On a toujours des alliés, Monsieur Jadot, dans l'histoire, on a toujours eu des alliés. On continuera d'en avoir, et en particulier les États-Unis d'Amérique, et en particulier l'OTAN. Seulement, je me permets de vous rappeler que vous êtes fondamentalement un pacifiste, que dans votre programme, il n'y a rien sur la défense. Il y a simplement une armée éthique et démocratique. Moi, je propose un budget de 70 milliards d'euros en 2030. Nous sommes à 40 milliards. Moi, je propose un deuxième porte-avions. Moi, je propose 8 frégates sous-marines, des sous-marins d'attaque. Moi, je propose 300 avions de chasse. Des frégates sous-marines. Non, des sous-marins d'attaque, pas des frégates. Il y en a beaucoup plus. Moi, je propose 300 avions de chasse. Vous ne proposez rien. Alors voilà, répondez. Maintenant, vous avez la parole. Une armée éthique et démocratique, entre guillemets. Non, vous savez, j'ai eu l'occasion déjà d'exprimer ma position sur la politique de défense. C'est pas votre programme. Pourquoi ? Non, vous savez, moi, je continue la loi de programmation militaire. Nous avons un besoin de rattrapage sur beaucoup d'équipements. Mais vous savez, pour discuter avec beaucoup de hauts responsables de l'armée, y compris la question du deuxième porte-avions, ils n'y sont pas favorables. Mais à un moment donné, peut-être vous discuterez aussi avec des militaires. C'est pas eux qui décident. J'en discute. Vous savez, mon directeur de campagne est un général. D'accord. Ils peuvent avoir un avis sur... Votre directeur de vous. Simplement, sur la question européenne. Terminé, parce qu'on s'est engagé à faire moitié Europe, moitié immigration. Il y a l'immigration qui arrive, on est déjà très bien. Pourquoi je suis un pro-européen ? Parce qu'aujourd'hui, je considère que pour notre jeunesse, pour lutter contre le dérèglement climatique, pour avoir une grande politique industrielle et française et européenne, pour défendre un modèle social beaucoup plus juste, pour que notre jeunesse soit une jeunesse qui soit mobile, qui soit ouverte sur le monde, eh bien j'ai envie d'une Union européenne. Parce que moi, j'ai toujours considéré, et c'est vrai qu'on a une différence majeure là-dessus, pour moi, la France, c'est ma maison, mais l'Europe, c'est mon village. Et je m'y sens bien dans cette Europe. C'est votre histoire. Non, c'est très simple. Et le monde, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est un grand village. Eh ben voilà. Mais vous savez... Vous êtes mondialiste, c'est normal, monsieur. Eh ben c'est vrai. Eh ben c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime l'humanité. On a une différence. C'est que vous voulez... Mais devenez président de l'humanité. Vous, c'est pas... Pourquoi vous vous présentez à la présidence de la République française ? Vous, le problème... Mais devenez président de l'humanité. Mais vous, le problème, c'est que c'est pas le grand remplacement, c'est la grande détestation. Vous détestez tous les autres. Il y a plein de gens dans notre société que vous détestez, et tous les autres, ils sont jamais... Monsieur Jadot. Ah mais moi vous détestez les Français. Mais non, si, monsieur parce Jadot, que vous les divisez, comme tous vos vous amis les stigmatisez. Vous détestez tout ce que pensent les Français. Vous n'aimez pas Noël, vous n'aimez pas le Tour de France. Moi, voilà, vous savez... Je peux me répondre sur l'Europe ? Vous savez, parce que c'est très important. Ça prend le temps sur l'immigration, c'est vous qui voyez. Sur l'Europe, sur un point. Juste un point. Non, monsieur Jadot, vous passez votre temps à réécrire notre histoire, souvent à la trahir. Au moins, ça moi, m'intéresse. pour la France, ce que je veux, c'est écrire un nouveau chapitre de l'histoire française. C'est pas de réécrire le passé, c'est d'écrire un nouveau chapitre. Ah non, mais si c'est vous voulez ça la une détruire, présidentielle, monsieur. Une présidentielle, je voudrais simplement sur le un point. Vraiment un nouveau chapitre de l'histoire. Parce que là, on est dans les... J'explique juste aux téléspectateurs, on est dans la période d'équité, on fait attention à vos temps de parole à l'un et à l'autre, et tout est calculé. Mais sur l'Europe, c'est très intéressant. On ne peut pas jouer. Parce que ce Jadot est prétendument un écologiste. Donc c'est bien. Oui, bon, on est d'accord là-dessus. Sauf que l'Europe, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Oui. L'Europe, c'est l'Allemagne qui a arrêté le nucléaire. Et que pour compenser le nucléaire, a mis des éoliennes. Seulement, les éoliennes, c'est intermittent. Et comme c'est intermittent, quand il n'y a pas de vent, on va chercher le charbon et le gaz. Et le gaz, on l'achète aux Russes. Et comme vous êtes européen, et comme M. Macron est européen, on a greffé notre marché de l'électricité sur le marché européen. Le résultat, c'est que, on est dépendant des Russes. Donc, c'est l'Europe qui finance la guerre des Russes. Plusieurs centaines de milliards d'euros par jour. C'est extraordinaire. Et c'est vos amis allemands. Ah non, moi je suis pour l'embargo. C'est votre programme écologiste. Non, monsieur. Vous êtes pour l'embargo. C'est l'arrêt du nucléaire et c'est les éoliennes. Non, moi je suis pour l'embargo. Bravo, monsieur Jadot, formidable votre Europe. Les écologistes en Allemagne ont été les seuls à combattre Nord Stream 2. Ont été les seuls à combattre le pipeline qu'amène le gaz russe. On ne peut pas avoir les éoliennes et pas Nord Stream 2. Ça, c'est pas possible. Monsieur Zemmour, vous savez, moi, dans la circonstance, je suis pour qu'on ait un acheteur européen de gaz. Mais c'est ce qu'on a, il s'appelle l'Allemagne. Non. On achète aussi du gaz, monsieur. Et pour qu'on soit en capacité d'être solidaire au niveau de l'Europe. Mais vous savez, on a aujourd'hui 13 réacteurs qui sont à l'arrêt. Mais heureusement qu'il y a le marché européen de l'électricité. Oui. Parce que vous êtes le candidat de la panne électrique. Oui, non, pas du tout. C'est vous. Mais si, parce que vous fermez les réseaux aujourd'hui. Vous fermez les réseaux aujourd'hui, on coupe la moitié du pays.
Vous fermez les réseaux aujourd'hui, on coupe la moitié du pays. Vous financez la guerre russe avec le gaz allemand. Non, moi je veux l'embargo. Ce sont les écologistes. Non, vous faites rien. Les Allemands vont crever de froid alors. Les Allemands vont crever de froid. Non, parce qu'on a du gaz jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à l'hiver prochain. Et reconnaissez. Qui finance la guerre de la Russie. Reconnaissez que ce serait un beau projet européen de s'affranchir de notre dépendance aux énergies fossiles pour protéger le climat. Pourquoi vous ne voulez pas en faire un projet européen ? Ce serait un beau projet français de rester indépendant et de profiter de la technologie qu'on a fabriquée pendant 40 ans. Sur l'immigration, c'est bien simple. Éric Zemmour et Yannick Jadot, c'est pas sur ce sujet-là qu'on va vous réconcilier ni l'un ni l'autre. Éric Zemmour. Mais sur aucun sujet, je pense en vrai. Je pense que s'il y a deux projets diamétralement opposés dans cette campagne présidentielle, je le reconnais, c'est celui de M. Zemmour et c'est le mien. Bon, je ne disconviens pas. Moi, je suis opposé, en fait, à projet de tous les autres candidats. Bon. Parce que je suis le seul qui veut vraiment sauver la France. Éric Zemmour, justement, ça se résume. Votre projet pour l'immigration se résume en une formule, immigration zéro. Absolument. Parce que vous dites, il faut que la France reste la France. Ça, c'est votre slogan de campagne. Et vous craignez un remplacement de population, si j'ai bien compris. Vous l'avez dit clairement, vous en tout cas, bien compris. Le 29 août dernier, dans le Vaucluse. Vous n'étiez pas encore candidat, mais vous le disiez déjà. Écoutez. La France, aujourd'hui, est en danger de mort. C'est-à-dire que, tout simplement, la démographie fait l'histoire. Je pense, comme les Américains, que la démographie, c'est le destin. Et aujourd'hui, la démographie, ça veut dire qu'en 2050, nous serons un pays à moitié islamique. Ça veut dire qu'en 2100, nous serons une république islamique. Yannick Jadot, pensez-vous qu'en 2100, nous serons une république islamique, comme le dit Éric Zemmour ? Écoutez, j'espère qu'en 2100, on sera une république écologiste et que nous serons, et j'en suis convaincu, on sera toujours une république laïque. Et ça, c'est la beauté de la France. C'est la beauté de la France, c'est la beauté depuis plus d'un siècle. On a une loi sur la laïcité qui est magnifique, qui est un joyau de notre République, et on a une capacité à dépasser, y compris les religions, dans notre pays, notamment dans les grands moments de l'histoire, qui est extraordinaire et dont on devrait être fier. Qu'est-ce que vous voulez dire à Éric Zemmour ? Ah, mais que ce qu'il raconte, c'est une théorie nauséabonde qui ne ressemble à rien, qui veut simplement faire peur, qui ne résout rien des problèmes des Français, des problèmes du monde, des problèmes de l'Europe, des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes de climat. Rien n'est résolu. C'est simplement dans ce moment d'angoisse de notre société, dans ce moment d'interrogation et d'inquiétude, vous instrumentalisez les peurs des Français en panique identitaire. Eh bien, moi, le récit que j'ai pour la France, ça n'est pas le suicide. Le récit que j'ai pour la France, c'est l'espoir, c'est la soif d'avenir, c'est la solidarité, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est le récit français, monsieur. Réponse d'Éric Zemmour. La laïcité, qu'est-ce que c'est ? Puisque vous parlez de laïcité. C'est 1, la liberté religieuse. C'est 2, la neutralité de l'État. Et c'est 3, le devoir de discrétion dans l'espace public. Est-ce que, M. Jadot, pour défendre la laïcité, vous interdisez le voile dans la rue ? Non. Est-ce que, M. Jadot, vous interdisez le burkini dans les piscines, puisque vos amis maires verts les autorisent ? Non, c'est faux. C'est totalement faux. À Grenoble, mais non. Dans d'autres villes. C'est totalement faux. Si, M. Jadot, répondez à ma question. Est-ce que vous l'interdisez ? Est-ce que vous l'interdisez ? Mais non. Est-ce que vous interdisez le burkini ? Vous interdisez le voile dans la rue ? Non, mais j'interdis pas le voile dans la rue parce que c'est la loi. En fait, la loi permet de porter des signes religieux dans la rue. Non, ça c'est la loi sur la laïcité. D'accord. Est-ce que vous interdisez les kippas ? Ah oui, je n'interdis les kippas dans la rue, oui. Et une nonne qui se promène, interdite aussi ? Non, la nonne, c'est une professionnelle de la religion. Ah, c'est une professionnelle, c'est une profession nonne. Ah oui, excusez-moi. La kippa, donc vous l'interdisez comme le voile dans l'espace public, contrairement à Marine Le Pen qui a changé d'avis sur la question. Bien sûr, mais Marine Le Pen change d'avis sur tout. Non, qui a dit qu'elle autorisait la kippa. Mais vous savez, Jadot, moi, quand j'étais enfant, et qu'on allait à la synagogue, ma mère me disait toujours, dès que tu sors de la synagogue, tu enlèves ta calotte. Tu enlèves ta kippa. Okay. Parce que pour ne pas choquer... Non, c'est pas mon approche. Mais si. C'est l'approche française, Non, c'est pas la loi. Vous parlez la loi, c'est autorisé. La laïcité, c'est l'esprit de la loi. Non. Et de toute façon, monsieur Jadot, ça sert à quoi d'être président ? Ah si. Ah non, l'esprit de la loi, c'est, vous l'avez dit, la neutralité de l'État. Ça, c'est la liberté de croire et c'est le devoir de discrétion. Et c'est la troisième règle qui me paraît essentielle, c'est que personne, ni un individu, ni l'État ne peut vous forcer à croire
ou à ne C'est pas évident, croire. ça. Bon, Non, d'accord. c'est Alors, important. C'est Mais, important. M. Jadot, à quoi sert d'être Éric président de la Zemmour. République si vous ne pouvez pas changer la loi? Ah, vous avez raison. Vous avez le droit de vouloir Alors, changer sur la loi. l'immigration, Moi, Éric je Zemmour. pense que la loi sur la laïcité est un des joyaux de la Oui, République mais justement, qui nous permet... C'est pour la faire respecter puisque les gens Eh ne ben, respectent plus mais non, l'esprit. parce que tout est dans la loi, Non, pas du justement tout. pour la Pas faire du respecter. tout. Éric Zemmour, vous Oui. avez la parole. Qu'est-ce Oui. que vous voulez dire ce soir? On est à 3 semaines du premier tour. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et peut-être une première question sur les réfugiés ukrainiens, par exemple. Il devrait y en avoir 100 000, disait Gérald Darmanin. Est-ce qu'on les accueille ou pas? Parce que là, pardonnez-moi, il me semble que vous avez un peu évolué. Non, c'est pas que j'ai précisé. Ah, Non, mais c'est très bien dit. C'est très bien dit. Non, mais attendez, sérieusement. C'est une bonne façon J'ai de changer d'abord- d'avis, je Non. précise. Mais laissez-moi finir, Allez-y, vous allez-y. allez Non, mais comprendre. surtout, ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous faites avec les Mais réfugiés voilà, ukrainiens. on est bien Alors, d'accord. J'ai d'abord défini la règle. La règle, c'est que j'ai un devoir de prudence. Un devoir de prudence, et j'expliquerai pourquoi. Par ailleurs, j'ai écouté les réfugiés ukrainiens. Les réfugiés ukrainiens veulent rester auprès de leur pays, le plus près possible de leur pays. Parce elles ont, puisque ce sont des femmes et des enfants, ils sont un mari, ils ont un père, un fils qui combat contre l'invasion russe. Donc elles ne veulent pas s'éloigner. On les soutient militairement, oui, la résistance. Écoutez, je sais pas, on je les sais pas. soutient. Et moi, je les veux soutenez la ou vous les paix soutenez le pas plus vite possible. Vous les soutenez, vous les Je soutenez veux pas je les soutiens, Vous les mais je veux la armés paix, mais pas avec des armes offensives. Je ne veux pas monter Mais en des missiles en anti-chars, désescalade. des missiles Non. anti-chars, vous leur donnez ou pas Je veux la paix tout le plus Des vite missiles possible. anti-bombardement, vous les Vous leur soutenez donnez ou pas pas Non, je Non, ne veux pas. la réponse est je ne veux que ça Donc soit... on les laisse se faire massacrer. Non, on D'accord. veut la paix le plus vite D'accord, possible. mais en entendant si vous les voulez la laisser guerre massacrer. pour des années, dites-le. Non, mais là Alors, ils se donc, font voilà. bombarder. La question, Non. c'est est-ce qu'on les aide, Il est-ce qu'on faut, les aide pas il faut les aider à faire la paix. Mais D'accord. c'est pas la question. Pour l'instant, c'est les réfugiés. D'accord. Heureusement Donc- que les Anglais et les Américains nous ont soutenus pendant la Deuxième Guerre mondiale, la résistance. Quel quand même. rapport? Ils étaient en guerre avec l'Allemagne. Alors, les Les réfugiés Anglais. ukrainiens, s'il vous plaît. Bon, Alors, oui. Allez-y, je vous en prie. Donc, les réfugiés ukrainiens veulent rester au plus près. Donc, il faut aider la Pologne. Monsieur Jadot. La Pologne qui en reçoit le plus possible. Ce grand peuple ouais, d'accord. qui les Vous reçoit. avez raison. Moi, s'il y avait la guerre en Italie, je recevrais les Italiens. Parce que c'est à proximité. Donc, il faut aider la Pologne, par exemple, en supprimant les sanctions injustes. Ça n'a rien à voir. Mais ça a tout à voir. C'est de l'argent qu'on ne leur donne pas. Mais ça n'a pas à voir, évidemment, sur le fond. Mais ça serait l'occasion. Je sais bien que généralement vous êtes assez pour l'impunité, mais à partir du moment C'est où la vous qui dites Pologne. ça, monsieur Jadot. Ah bah oui. Vous avez tous les culots. Ah bah vous écoutez, qui c'est vous qui êtes protégez tous condamné. les criminels C'est vous qui en êtes France. condamné. C'est vous qui Ah, êtes et pas condamné, vous n'avez monsieur pas été Zemmour. condamné, monsieur Ah, moi, vous avez j'étais- été condamné pour atteinte aux intérêts supérieurs de la Ah, nation. moi, j'ai été ouais. condamné pour avoir dit la vérité. Ah non, Ah, ça, si. ça s'appelle la provocation Oui. à la haine Qu'est-ce que raciale. j'ai dit, monsieur Ça Jadot? J'ai s'appelle la dit provocation au la racisme. plupart des délinquants sont D'accord. arabes et noirs. Toute la D'accord. France Vous avez le été pense. condamné, monsieur. Toute la France le Et pense. Moi peut-être- aussi. et Vous peut- aussi, vous avez été condamné. et peut-être- vous pour atteinte aux intérêts Ah oui, supérieurs moi, de la je l'ai France. fait devant tout le monde, monsieur. Oui, ben moi aussi, je j'ai l'ai fait vu devant tout tout le monde le à la monde. télévision, moi. Et peut-être vous serez condamné Mais pour oui, mais- violence sexiste ou Mais sexuelle. non, mais Peut-être non. vous serez condamné Mais aussi. c'est Là, n'importe là, quoi, c'est- monsieur. là, Mais là, je suis obligé de vous sur arrêter. les- Merci. C'est très violent. Hein. Merci. Vous avez... Bah écoutez, là, Monsieur on parle, Jadot. Non, mais les deux, Monsieur hein. Jadot. on parle de la Pologne. Monsieur Jadot, si On parle vous de la continuez, Pologne. je vous attaque en diffamation. Mais n'hésitez pas, monsieur. Bon, voilà. N'hésitez Donc pas. on se calme. Les Eric- procès, vous les Yannick perdez à chaque Jadot. fois. Mais Yannick- pas du tout, j'en ai Stop. gagné. Non, je vous 15 assure. Très bien. Je vous assure, c'est Très bien. inédit pour les Français. Je vous promets. Je vous Bah alors, promets que c'est qui me laisse inédit. parler, vous verrez que ça ira. Allez-y. Alors, Donc- pour terminer sur les donc, réfugiés les réfugiés. ukrainiens, s'il vous plaît. Ils veulent aller en Pologne. Par ailleurs, s'il y en a, c'est pour ça que je vous dis, j'ai précisé, s'il y en a, peu, en vérité, peu, qui veulent aller en France, il y en a très peu qui veulent venir en France, parce qu'ils ont des attaches en France. 100 000, dit le gouvernement. Non, le gouvernement dit 100 000, on verra. D'accord, On verra. s'il y en a 100 Et 000. de toute façon, ils veulent revenir chez eux. S'il y en Donc, a 100 on 000, peut leur vous les donner, accueillez ou pas si on peut leur donner un statut transitoire, Donc oui. pour rentrer après. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire très attention. J'ai voulu absolument être prudent. C'est pour ça que je vous dis, c'est le point essentiel. Parce qu'on découvre déjà, Monsieur Leski, le patron de l'OFI, Monsieur Lisnard, que dans ces réfugiés dits ukrainiens, il y a un tiers d'Algériens, de Marocains, d'Africains qui se sont faufilés dans cette ouverture du couloir Schengen. Absolument, monsieur. Lisez le Figaro d'il y a une semaine. Si, monsieur Jadot, Non, mais ne faites pas cette tête. continuez, je Oui, réponds. oui, je continue. Continuez, je réponds. Évidemment que je J'ai bien continue. compris votre tri sur la Absolument. question humanitaire. Je fais un J'ai tri. bien compris. Allez-y. Mais c'est bien la différence Mais je entre sais nous. bien, je sais bien. Moi, vous je aimez fais un trier tri. les gens. Non, vous je aimez tri- trier les gens. Mais- Si, bien sûr. mais ça ne me Allez-y, gêne pas. continuez. On sélectionne. Continuez, je répondrai. Aucun problème. Continuez, je Donc, répondrai. moi, je veux bien accueillir temporairement les réfugiés ukrainiens parce qu'ils sont nos frères européens et chrétiens. Je ne veux pas que profitent de cela des immigrés africains, algériens
etc., qui profiteraient de cela. D'autant plus, et je finis en une phrase, qu'il peut y avoir demain, à cause justement de cette crise ukrainienne, une crise du blé, vous le savez très bien, l'Ukraine et la Russie étant parmi les plus gros exportateurs de blé. Il va y avoir une crise en Afrique, en particulier en Égypte, et dans d'autres pays, en Algérie. Donc, à ce moment-là, on va nous dire la même chose, il faut les accueillir. Moi, je dis non. Vous terminez ensuite, on va sur Laurent Guimier, et le temps de parole est terminé, donc il faut conclure, vraiment, Yannick Jadot, je vous assure. Vous savez, vous parlez souvent de la France, mais on n'a pas du tout la même France au cœur, en fait. Ça, c'est sûr. Pour moi, la France, c'est celle qui, effectivement, c'est la patrie des droits humains, des droits de l'homme et des droits de la femme. Pour moi, la France, c'est effectivement celle qui a été capable d'accueillir dans son histoire des réfugiés, mais sans compter, sans trier, parce que justement, notre devoir d'humanité, quand il y a des femmes et des hommes qui souffrent, c'est de les accueillir en dignité. Et quand on a des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui, aujourd'hui, sont sous les bombes, comme on a eu les femmes afghanes qui fuyaient les talibans, eh ben, je suis pour les accueillir également. De la même façon, une femme ou un homme qui survit, qui est là pour sauver sa vie du fait des bombardements ou des persécutions, je suis pour les accueillir. Ça s'appelle le droit d'asile. Ça s'appelle le droit d'asile et c'est l'honneur de la France. Allez dire cela à la famille de Samuel Paty, et qui est l'honneur de la France d'avoir accueilli des Tchétchènes. Ne vous appropriez pas Samuel Paty. N'osez pas vous approprier Samuel Paty. Il n'aurait jamais voté pour vous, monsieur. Il n'aurait jamais voté pour vous. Il prenait la tolérance. Mais oui, allez dire cela aux gens qui ont été massacrés en 2016, le 14 juillet, par un immigré clandestin tunisien, Monsieur Zemmour, allez dire cela à la qualité de l'accueil de la France. Dans quelques jours, on va commémorer le 10e anniversaire des attentats de Toulouse. De Mohamed Merah, et j'espère que vous présenterez vos excuses à la famille Sandler, que vous avez insulté les victimes de Mohamed Merah. J'espère que vous allez présenter vos excuses. S'il vous plaît. J'espère que vous présenterez vos excuses. Vraiment, pardon. J'espère que vous présenterez vos excuses. C'est vraiment dur, hein. Je vous assure, j'en ai fait beaucoup, c'est vraiment dur de vous couper. Laurent Guimier. Oui, Léa, on a posé quelques questions et les téléspectateurs de notre Assemblée ont réagi. Première question sur un des sujets que vous avez abordé, l'accueil des réfugiés ukrainiens par la France. Très majoritairement, 89% de nos téléspectateurs sont favorables à l'accueil des réfugiés ukrainiens par la France. Deuxième question, êtes-vous favorable à l'immigration zéro ? Il y a 31% des téléspectateurs qui sont autour de nous qui sont favorables à l'immigration zéro et 69% qui sont contre. Et puis on s'est permis quand même de poser la dernière question. Entre les deux, lequel des deux interlocuteurs vous a le plus convaincu ? Éric Zemmour, 23, Yannick Jadot, 35, et ni l'un ni l'autre, 42. Je n'ose penser que ça encourage à faire un autre débat un peu plus tard dans la campagne, parce que je ne suis pas sûr que vous souhaiterez débattre, mais en tout cas, nos téléspectateurs sont peut-être restés avec des questions. Merci. Il nous reste encore du temps pour y répondre, Éric Zemmour. Merci Yannick Jadot d'avoir accepté de débattre, et merci Éric Zemmour d'avoir accepté de débattre également avec Yannick Jadot. Je peux vous dire un mot sur vos chiffres ? Oui. Parce que je ne parlerai pas de ce qui a convaincu, ce qui n'a pas convaincu. Oui. En revanche, pour la deuxième question, les chiffres nationaux sont à peu près inversés. C'est-à-dire qu'il y a entre 60 et 70% des Français qui sont pour arrêter toute immigration. Voilà, je voulais simplement situer. Qui sont pour une immigration régulée. Non, largement au-dessus. On va désormais... Ils craignent le grand remplacement. Vous savez, on est à 63%. On va désormais aborder le thème de l'école, qui est une pièce centrale de votre programme. C'est là que tout se joue, et en cela, vous l'avez toujours dit, Éric Zemmour. Ceux qui vous suivaient dans votre autre vie de polémiste, vous reveniez toujours à l'école. Nous accueillons un petit nouveau dans Élysée 2022, Thomas Negaroff, journaliste et historien. Il anime tous les dimanches l'émission C'est politique, la suite sur France 5, et régulièrement, c'est ce soir. Je vous en prie, c'est maintenant qu'il faut venir, Thomas. Bonsoir Léa, bonsoir monsieur. J'espère que ça va être un peu plus calme quand même. J'étais très calme. Je ne sais pas si vous êtes prof d'histoire. Parce que... Thomas, vous voulez revenir sur une déclaration d'Éric Zemmour le 7 février dernier sur France Inter. Éric Zemmour, vous avez prononcé cette phrase. Aujourd'hui, nous subissons à l'école une propagande antiraciste, féministe, LGBT et écologiste. Thomas, qu'est-ce qui vous fait réagir dans cette phrase d'Éric Zemmour ?
Vous précisez ensuite, et je vous cite à nouveau, on a utilisé l'école pour endoctriner les enfants. Ce sont vos mots prononcés à Saint-Quentin quand vous avez prononcé votre discours sur l'école. Alors c'est une accusation très lourde, hein. Il y a des mots forts là, propagande, endoctrinement. Alors j'ai une première question toute simple. Moi j'ai enseigné pendant 16 ans l'histoire et la géographie, un peu au collège, un peu au lycée, un peu en classe préparatoire. J'ai jamais vraiment eu le sentiment d'endoctriner mes élèves. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples précis qui, dans les programmes scolaires, vous poussent à considérer que les enseignants de ce pays endoctrinent leurs élèves? Ah, je n'ai jamais dit que les enseignants de ce pays endoctrinaient leurs élèves. Pardonnez-moi, j'ai dit l'école. Et j'ai dit les programmes scolaires, j'ai dit les livres scolaires. Vous savez, vous avez été professeur, et c'est un métier qui vous honore et que j'admire, vous le avez compris, puisque on me moque sur mon côté prof d'histoire, c'est qu'il y a un manque chez moi. En tout cas, je donnais des cours d'histoire à mes enfants et je suivais leurs leçons. Leur manuel scolaire. Leur manuel scolaire, leurs leçons, etc. Mes 3 enfants, j'ai suivi depuis 20 ans, je peux vous dire, l'école. Des écoles privées, des écoles publiques. J'ai tout fait. Donc je sais exactement ce qu'il y a dans les manuels scolaires. Je sais exactement comment on enseigne aujourd'hui à nos enfants par rapport à comment on enseignait du temps de notre enfant. Vos enfants étaient dans l'école publique ou l'école privée? Les deux. Ils ont fait les deux. C'est pour ça que je compare aisément. Ils ont fait du public. Ils ont fait du privé d'abord quand ils étaient petits. Du privé hors contrat. Hors contrat, ce qui leur a permis d'apprendre à lire et à écrire correctement. Et par exemple, de faire... Parce qu'on n'apprend pas à lire dans l'école Non, mais je vais vous dire, c'est très simple. Aujourd'hui, on dit qu'on apprend le passé simple en 5e. Nous, dans mon enfance, et donc mes enfants, ont appris le passé simple en CE2. Vous voyez une petite différence, par exemple, pour vous dire l'effondrement du niveau. Et je pourrais multiplier comme ça les exemples, les tables de multiplication, alors juste etc. Les manuels, l'histoire... Les manuels de l'histoire, les manuels de la géographie. Je vais vous donner un exemple. La géographie, il y a quelque chose qui m'a frappé. On n'apprend plus la géographie physique de la France. On a toutes les semaines des leçons sur le développement durable. Toutes les semaines. Une semaine, c'est le développement durable en Angleterre. Une semaine, c'est le développement durable en Chine. Une semaine, c'est le développement durable en Inde. Une semaine, c'est le développement durable en Afghanistan. Voilà, les leçons de géographie aujourd'hui. Par ailleurs, les leçons... toutes les classes, toutes les classes, 4e, 3e. Vous êtes sûr de ça? Ah, je suis sûr de ça, oui, j'ai vu. Je l'ai vu. Alors vous deviez avoir des manuels qui n'étaient pas vraiment liés au programme scolaire. Ah, ils étaient complètement liés au programme scolaire. Parce que le développement durable, c'est un aspect, mais c'est pas l'ensemble du programme. C'est sans cesse, monsieur, pardonnez-moi, sans cesse. Par ailleurs... il y a des différences. Je vais vous donner un exemple. En cours d'histoire de la Révolution, on va apprendre, je parlais de la propagande féministe, on va apprendre 2 pages sur Olympe de Gouges et on va faire une petite capsule sur Robespierre. Excusez-moi, pour moi, Robespierre est plus important qu'Olympe de Gouges. Olympe de Gouges est une recréation, une réinvention. Et tout est comme ça. On va vous apprendre la Première Guerre mondiale et on va vous expliquer... Pardonnez-moi, là, vous mettez en cause non pas les programmes scolaires, non pas l'école, mais des éditeurs privés de manuels scolaires. Des éditeurs privés de manuels scolaires. Excusez-moi, les manuels scolaires sont quand même ceux qu'on donne à nos enfants. Oui, mais là, c'est pas l'école. Mais si, c'est l'école. L'école accepte cela. Vous faites la réponse du ministre. Quand on lui dit à Blanquer et aux autres « Ah, mais je ne maîtrise pas les manuels », mais sans l'éducation nationale, ces éditeurs mourraient. Donc vous croyez que le ministre n'a pas de moyens pour dire qu'il faut respecter quelque chose? Vous croyez qu'il n'a pas les moyens d'imposer quelque chose aux éditeurs? Non, il s'interdit d'imposer. Par ailleurs, je vais vous donner un autre exemple. Des professeurs, parce que j'ai beaucoup de professeurs qui me soutiennent et qui pensent comme moi. Beaucoup. Les professeurs avec Zemmour, vous avez vu, il y en a beaucoup. Énormément. Merci. Qu'est-ce qu'ils me disent? D'abord, sur la baisse de niveau. En gros, j'ai un professeur de seconde qui me dit, vous savez, moi, la moitié de ma classe, elle a un niveau de 5e en vérité. Un autre de terminale qui me dit, vous savez, il y a beaucoup d'élèves qui ne savent pas qui est Napoléon. Voilà. Ça, c'est le niveau scolaire aujourd'hui en France. Thomas Negerhoff, vous avez constaté ça aussi, qu'il y avait beaucoup d'élèves qui ne savaient pas qui était Napoléon quand vous étiez prof? Ça, le niveau des élèves, la baisse du niveau, elle est attestée par tous les classements internationaux. Merci. Il ne s'agit pas de la remettre en cause. Okay. En revanche, il s'agit de trouver des solutions. Mais alors, quand on veut être dans la République, absolument, vous avez raison. J'en ai. Juste un tout petit truc encore sur l'idéologie, parce que je vous ai lu aussi encore à Saint-Quentin. Il vaut miut que vous ne donnez pas les solutions. Après, vous allez me dire, j'ai pas donné mes solutions. On y arrive. Il vaut mieux que les élèves soient médiocres pour pouvoir les endoctriner. Alors ça, faut m'expliquer, parce que c'est comme s'il y avait une espèce de mécanisme. Je vais pas dire le mot complotisme parce que c'est trop chargé aujourd'hui, mais de plan d'ensemble, depuis mai 68 en gros, d'affaiblir le niveau des élèves pour ensuite en faire une sorte de cire-molle, comme disait Ramon Lull, un pédagogue du Moyen-Âge, pour ensuite les endoctriner. Je ne parle pas des professeurs là. Je parle des idéologues de l'école, des idéologues pédagogistes.
Mais c'est qui C'est des gens qui... c'est pas les professeurs. Non, mais c'est pas les professeurs, les gens qui sont dans le ministère de l'Éducation nationale. Oui, Moi, je parle pas des professeurs, vous savez, j'ai compris beaucoup de choses en discutant avec les professeurs qui me soutiennent. Ils sont les victimes de ce système. Ils n'en peuvent plus. Vous savez, les professeurs à qui on explique, à qui les inspecteurs expliquent que quand il y a une classe silencieuse, ce n'est pas bien parce qu'il faut un bon bruit. Les professeurs à qui on dit que... mais ça, c'est sur le professeur qui vous soutiennent, c'est pas la majorité. Mais juste un truc. Non, mais juste pour revenir comme à cette phrase qui m'intéresse beaucoup, moi. Donc, les pédagogues... Pédagogistes, pas les pédagogues. Alors, les pédagogistes, que vous détestez, ont organisé la médiocrité des élèves afin de les endoctriner. Certains, oui. C'est plus facile. C'est plus facile d'endoctriner. Mais comme qui, par exemple? Mais je ne donne pas de nom. Je ne veux pas accuser les gens. Je dis simplement, le système permet de beaucoup mieux les endoctriner parce qu'ils ne peuvent plus réfléchir. Ils n'ont plus les moyens. On ne leur apprend plus la langue française. Ils s'expriment très mal avec un vocabulaire très faible. Mais vous le savez très bien. Ce n'est pas de leur faute, ni des enfants, ni des professeurs que l'on forme pour ne plus enseigner. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans les centres de formation, on emploie des méthodes qui interdisent le cours ex cathedra. On leur dit il faut de la bienveillance. On leur dit il ne faut pas de discipline. Non, je crois que vous exagérez. Excusez-moi, c'est ce qu'ils me racontent. Oui, moi je peux vous dire qu'aucun prof, on n'a jamais dit à un seul prof ne fais pas preuve d'autorité, ne fais pas dicter par exemple, ne fais pas de par cœur. Moi c'est le contraire de ce qu'ils me racontent. Excusez-moi. Alors maintenant, vous me demandez, vous allez m'interroger sur mes solutions quand même. Voilà, allez-y, sur les solutions. Alors comment on fait pour améliorer le niveau des élèves? J'ai entendu que vous aviez comme programme de faire des classes de niveau au collège, 6e A, B, C, D, niveau scolaire. Alors, les études montrent que c'est plutôt mauvais pour rattraper parce que les élèves faibles, mis dans des classes faibles, ont une estime de soi qui baisse et c'est pas facile de progresser, ils se sentent nuls et donc aucun effort à faire. Et dans les très bonnes classes, il y a beaucoup de bons élèves, et c'est des études qui le montrent aussi, considèrent que la compétition n'est pas bonne et ça dévalorise aussi leur travail à certains. Pardonnez-moi, je vais vous dire, je pense que ces études ont des biais idéologiques marqués. Voilà, je vais vous dire, je ne crois pas en ces études. Moi, ce que je sais... Quand une étude ne va pas dans votre sens, elle est forcément idéologique. Je n'osais le dire. Mais absolument. Mais vous aussi, vous faites de l'idéologie, vous l'avez toujours assumé, mais bien sûr, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'ai connu, contrairement à vous, moi, j'ai connu une école qui fonctionnait selon les principes que je veux rétablir. C'est-à-dire la discipline, c'est-à-dire la transmission des savoirs, c'est-à-dire le mérite et l'effort. Moi, j'ai connu une école où on n'abaissait pas le niveau pour faire passer tout le monde. Moi, j'ai connu une école où il y avait des classes de niveau. J'étais avant le collège unique. Et je peux vous dire... Vous voulez revenir dessus? Je peux vous dire que moi, dans mes classes de primaire, il y avait 40 enfants. Et qu'on savait tous lire et écrire. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut rétablir les méthodes qui ont fait leur temps. Le par cœur, etc. Exactement. Le par cœur, la dictée. Excusez-moi, vous citez très souvent les modèles asiatiques. Vous dites, c'est le bonheur de l'écriture. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que ce qu'on appelle la méthode de Singapour? Ça vous dit quelque chose ou pas? Je connais la... Écoutez, allez-y, puisque vous... Non, mais la méthode de Singapour, donc, qui fait que Singapour est en tête de tous les classements internationaux, notamment en mathématiques, ça a été nourri par ceux que vous appelez des pédagogistes, puisque, dans les années 80, à Singapour, se sentant un peu en retard, ils ont fait appel à toute la pédagogie la plus moderne. Et il y a 80 pays dans le monde aujourd'hui qui suivent ça, et notamment des écoles que vous connaissez bien parce que vous y avez mis vos enfants. Donc, et alors, je peux vous dire que c'est tout à fait les méthodes traditionnelles, excusez-moi. C'est les opérations, le par cœur, le calcul mental, le boulier, le calcul mental. Le boulier, qu'est-ce que c'est moderne? Non, mais il y a aussi... Qu'est-ce qui fait que c'est oh là là, c'est modernissime. Alors il y a aussi une grande dimension importante de travail à partir des connaissances de l'élève, à partir de... Ah, ça vous fait sourire, ça? Après, d'abord, il faut lui apprendre. Aujourd'hui, l'enfant est censé créer son savoir. Ça, ce n'est impossible. Et ceux qui sont moins bons, les méthodes. Attends, justement, je vais répondre. On fait quoi? D'abord, on les met dans des classes de mauvais. Attendez, justement. Premièrement. Et juste un petit mot, juste tout à l'heure, quand vous avez dit de mon temps, de votre temps, il y avait 15% des élèves qui avaient le bac. Et alors? C'est un modèle de société pour vous? Ah ben, excusez-moi, il n'y avait pas 50% d'échecs en première année de l'université. Oui, c'est un modèle, oui. Pardonnez-moi, oui. En Suisse et en Allemagne aujourd'hui, c'est les mêmes taux et c'est très bien. Et ça, oui, absolument. Allez-y. Absolument. Donc allez-y. J'assume tout à fait. Donc, je vous écoute, donc le primaire, lire, écrire, compter. En fin de primaire, certificat d'études primaires. En quelle classe? CM2. Oui. En fin de primaire, quoi. Avant la 6e. Certificat d'études primaires. Ceux qui réussissent très bien. Ceux qui échouent complètement redoublent. Et entre les deux, ils passent en 6e, mais
là, je supprime le collège unique, qui est pour moi la mère de toutes les catastrophes. Oui. Contrairement à vos études et contrairement à ce que vous croyez. C'est la mère de toutes les catastrophes. Et le collège unique a empêché les meilleurs d'être meilleurs, parce qu'ils sont évidemment tirés vers le bas, et d'autre part, contrairement à ce que vous croyez et à vos études, ça a empêché aussi les plus faibles de progresser vraiment. Parce qu'ils sont perdus. Donc en sixième, moi, vous faites en quoi? sixième, Donc je vous fais avez des classes de niveau. 3 catégories d'élèves. Absolument. Vous avez les très bons, les moyens et les mauvais. Exactement. Vous les mettez où? Eh ben, je les mets dans des classes différentes, avec Donc, des profs différents, en gros, avec des âges... Attendez, à l'âge de 10 ans. à 11 ans. Oui, 10, On 11 passe ans. en sixième à 11 ans. Ouais. Et après, il y a évidemment certains qui vont se révéler meilleurs, et là, il y aura toujours des passerelles entre les classes, en cinquième, en quatrième. Et à partir de la quatrième, c'est pour ça que je vous dis le modèle suisse et le modèle allemand sont remarquables, c'est que on va leur présenter les matières alternatives, l'enseignement professionnel, etc. Et évidemment, comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui peuvent se révéler, qui n'ont pas le talent dans les matières l'intelligence abstraites, de la main, c'est ça. si vous voulez. Juste un mot. C'était une belle formule. C'est le dernier. C'est le dernier mot, mais il y a un instant, vous avez dit quel enfer d'imaginer que le savoir peut venir de l'élève. Je sais que vous adorez Jules Ferry, grand pédagogue et votre pédagogue préféré. Vous savez de quoi je vous parlais? Une citation qu'on a fait produire parce que je sentais bien qu'on allait y venir. Voilà ce que disait Jules Ferry en 1880 devant la réunion annuelle des sociétés savantes. La pédagogie nouvelle est fondée sur cette pensée qu'il apporte bien plus de faire trouver à l'enfant le principe ou la règle que de les lui donner tout fait. Cher Ça, c'est monsieur, votre modèle, je connais cette phrase. Je savais que vous la connaissiez. Je connais cette phrase. Vous oubliez toujours, et vous n'êtes pas le premier, vous oubliez la suite du texte. Parce qu'en fait, c'est la méthode socratique que Jules Ferry défend. C'est-à-dire que le professeur apprend à l'élève, mais si. Non. Et qu'ensuite, il y a un rapport, un échange. Mais il faut d'abord que le professeur enseigne. Il faut d'abord que... Ce qui est vous le savez, cas dans toutes les écoles du monde. Pas du tout, monsieur, pas du tout. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je vois ce qu'il y a avec mes enfants. On leur donne des matières brutes. Je vous donne un seul exemple. En économie, on leur donne des textes, des extraits d'articles de journaux, de textes de fond, et on leur dit, on répondait à des questions. C'est moi qui faisais le professeur, monsieur. C'est moi qui expliquais à ma fille le langage, parce qu'elle ne comprenait rien, parce que le langage était un langage économique. Est-ce que vous trouvez ça normal, monsieur? Je peux rien dire? Si, vous avez le droit de dire, mais en une seconde. En un mot, c'est pas parce que vos enfants sont passés par de mauvais profs que l'ensemble de l'école est à mettre à la poubelle. C'est de très bons lycées et de bons profs. C'est pas vrai. Ce sont les méthodes qui sont détestables. Et les profs s'en plaignent eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'appliquer les méthodes traditionnelles. Ils sont sanctionnés par les inspecteurs. Laurent Guimier. La liberté pédagogique, ça existe. Hein. Laurent Guimier. Allez, une petite question vestimentaire. La blouse à l'école primaire que vous avez plusieurs fois évoquée, notamment dans des déplacements à Éric Zemmour. Donc on a demandé à notre assemblée de téléspectateurs ce qu'elle en pensait. Plutôt favorable à 60%, cette mesure. Vous voyez, le public vous suit en l'occurrence. Permettez-moi un petit droit de suite, parce que j'ai vérifié quand même tout à l'heure sur l'immigration zéro. Il y a eu peu de sondages de fait à l'échelle nationale. Je rappelle que tout à l'heure, 31% des téléspectateurs ici s'avouaient pour l'immigration zéro. Vous disiez que c'était l'exact contraire en France. En fait, non. C'est 40% des Français qui sont pour l'immigration zéro. Sondage CNews d'octobre dernier. Cher monsieur, 63%, selon un sondage, je crois, IFOP, craignent le grand remplacement. Vous voyez, on est au-delà de l'immigration zéro. C'est pas la même question. C'est pas la même question, mais c'est la même conséquence. Merci Thomas. Merci Léa, merci. On va passer aux questions régaliennes, à la sécurité, avec l'éditorialiste au regard toujours acéré et toujours rock, Madame Nathalie Saint-Cric. Restez avec nous. Et Nathalie, vous voulez commencer évidemment par le sujet d'actualité de ces dernières 48 heures, la Corse. Alors, je vais vous poser une question simple. Je voulais savoir si vous êtes favorable à une forme d'autonomie de la Corse. Je vais vous citer ce que vous avez dit. Alors, j'ai pas totalement compris. Vous avez dit la Corse est grande quand elle est corse au sein d'une France forte. En clair, ça veut dire quoi? D'abord, je veux vous dire que je ne céderai pas à la manipulation politicienne du gouvernement. Je vais vous dire pourquoi. Et je répondrai à votre question, ne vous inquiétez pas. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un djihadiste a tué, ou en tout cas a poussé... Non mais... Oui, pendant 8 minutes. A voulu tuer, j'espère pour lui qu'il s'en sortira. Un homme, pendant 8 minutes, sans que personne n'intervienne, et parce qu'il avait blasphémé. En clair, qu'il avait insulté le Coran, Mahomet ou que sais-je. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça le sujet de fond.
C'est ça le sujet de base. C'est-à-dire qu'en prison, comme dans le reste du pays, le gouvernement et le président de la République ne fait rien contre le djihad. Première chose. Deuxièmement, après il y a les révoltes, et au lieu d'être ferme, M. Macron fait encore de la politicaillerie. C'est-à-dire qu'il annonce 3 semaines avant l'élection un statut d'autonomie sans qu'on sache exactement ce qu'il y a dedans, etc. En vérité, ça faisait 5 ans que les élus corses réclamaient quelque chose au gouvernement et qu'ils n'avaient jamais de réponse. Donc, vous voyez, c'est vraiment une manœuvre. Maintenant, sur le fond. Quelle est la vôtre? Voilà. On est en campagne électorale et que c'est peut-être l'occasion Mais vous voyez, de dire un peu ce qu'on veut. je tiens à préciser cela quand même, parce que c'est quand même important de montrer les manœuvres. En plus, le Canard enchaîné explique que M. Macron a eu au téléphone les leaders autonomistes quelques semaines auparavant, en leur disant, bah voilà, je vous donne un statut d'autonomie et vous faites voter pour moi en Corse. Donc vraiment, tout ça est minable. Donc, sur le fond, il y a déjà un statut spécial à la Corse qui fait que la Corse n'est pas un département ou une région, mais les deux ensemble. Absolument. Il y a une première réforme en 2018. Il y en a une seconde qui a été avortée parce que le Sénat n'en a pas voulu en 2019 lui donner plus d'autonomie et de spécificité. Donc, on peut préciser déjà avec les élus quel secteur... Où on met le curseur. Exactement. Très bien. Sur la langue. La langue française et la langue de la République française. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron tout à l'heure. Ah oui. Donc vous voyez, déjà c'est ce que ne veulent pas les autonomistes ou les indépendantistes. Donc un peu d'autonomie. Sur le sujet de fond, Nathalie Saint-Cric, on peut très bien dire, voilà, cette collectivité a des compétences, on ajuste. Mais l'autonomie qui va vers l'indépendance à la manière anglaise, écossaise, irlandaise, ou la manière espagnole, la manière Catalogne, là, c'est non. Moi, je pense que la question qui se pose à la Corse et que pose la Corse, c'est pas une question institutionnelle, c'est une question identitaire. Voilà. La Corse veut défendre l'identité corse, et là, ils ont raison. Comme moi, je défends l'identité française. Et la Corse, c'est pour répondre à la phrase que vous n'avez pas comprise, ou vous avez une mine de ne pas comprendre pour me taquiner, ça veut dire que je pense que les Corses aiment la France quand la France est grande. Alors, en revanche, en ce moment, il y a un désamour parce que la France n'est pas grande. Votre France sera grande, donc les Corses vous aimeront et voudront rester avec nous. Exactement, comme moi j'aime les Corses. Alors, très bien. Alors, tout le monde aime les Corses en ce moment. Non, moi, alors je vais vous faire un tout petit peu de politique quand même, parce que dans vos derniers meetings, vous appelez à la mobilisation et puis vous dites aussi, vous appelez à l'enthousiasme et à la joie. Alors, on a envie de se dire que c'est un peu tard pour la joie, parce que dans notre campagne avant, on avait plutôt l'impression que vous étiez toujours en défense, contre l'accueil des réfugiés, contre l'immigration, contre la PMA. Et que votre France à vous, c'est-à-dire peut-être ce que vous avez véhiculé et qui peut s'expliquer dans les sondages, c'est plutôt une France fort chabrol qui est assez éloignée de la France des Lumières, d'une espèce de rayonnement. Alors, je me disais, j'ai retrouvé une phrase de vous, où vous dites notre nation a besoin de briller, d'éblouir le monde et de rayonner. Est-ce que vous croyez qu'on rayonne, qu'on attire les chercheurs, qu'on garde nos jeunes en ayant l'impression d'être toujours en défense? Ça, jamais excitant. Pardonnez-moi, Nathalie Saint-Cric, mais c'est des mots. Comme je l'ai dit à Yannick Jadot tout à l'heure, ça n'est pas que des mots. Ça n'est pas que des mots. Si ce ne sont que des mots. On peut défendre ses fondamentaux moi, je vais vous dire, et projeter quelque chose. Ça fait 6 mois que je sillonne la France. Je vais vous dire. Moi, j'ai des milliers de personnes dans mes salles. Je pense que ce sont mes salles qui sont le plus enthousiastes. Il n'y a pas un autre candidat qui a des salles aussi enthousiastes, des meetings aussi chaleureux. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Avec des gens que je ne fais pas venir par car ou par train. Non, certes, mais ça ne fait pas l'élection. Mais bien sûr que ça ne fait pas l'élection. J'ai jamais prétendu le contraire. Je réponds de joie et d'enthousiasme. Et d'empathie. Et d'empathie. Moi, j'ai de l'empathie et j'ai de l'amour même, mais pour les Français. Et quand les Français viennent me voir dans mes salles et qu'ils me prennent le bras et qu'ils me disent, Monsieur Zemmour, sauvez-nous. D'accord. Sauvez-nous. C'est pas calfeutrez-vous. Ça veut dire sauvez-nous, Madame Saint-Cric. Vous savez, c'est facile dans un plateau télévisé de dire ah mais où est la France des Lumières et tout. Mais la France des Lumières, Madame Saint-Cric. Attendez, laissez-moi répondre. Madame Saint-Cric, la France des Lumières, c'était dans les salons du 18e. Oui, mais c'était mieux avant, c'était aussi la classe ouvrière. Non, dans les salons où, vous savez, ils ne frayaient pas avec la populace. D'accord, j'ai compris. Donc, moi, ce que je veux, c'est un peu comme les plateaux télé aujourd'hui. On ne fraye guère avec la populace. Seulement, le peuple français
a peur de mourir. Le peuple français ne veut pas être Et remplacé. est-ce que vous pouvez... Et c'est ça l'espoir que je leur donne. Mais c'est important. Mais c'est important. C'est un espoir énorme. Vivre, Madame Saint-Cric, vivre, survivre, ne pas mourir, ne pas être remplacé. C'est pas l'apocalypse quand même. On pouvait comprendre aussi que c'est l'apocalypse à 10 ans, à 15 ans. Que les jeunes se battent pour la planète, pour le commerce équitable, que la cause animale, c'est quelque chose. Je ne suis pas en train de miauler devant les ours polaires et la fonte des glaces, mais ça vous échappe un peu? Mais rien ne m'échappe. Rien ne m'échappe. Je connais l'enthousiasme, la générosité et de la jeunesse partout et de la jeunesse française en particulier. Mais il y va de leur avenir, justement. Je me bats pour eux, pour leur transmettre la France que nous ont transmise nos parents et pour pas leur transmettre un Liban en grand. Parce que c'est ça leur avenir si on ne fait rien et si je ne suis pas élu président de la République. Madame Salamé, vous devez connaître ce que c'est. Laissez le Liban tranquille, il a suffisamment de problèmes. Vous savez, beaucoup de Libanais me disent que j'ai raison. Beaucoup de Libanais en France me disent que j'ai raison. On n'ouvrira pas le sujet. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes en France et que vous n'êtes pas au Liban. Vous avez fait votre entrée en campagne sur les prénoms. C'est quelque chose qui a beaucoup marqué les Français, en disant qu'il y avait un certain nombre de prénoms qui étaient acceptables. Marion Maréchal s'est démarquée de vous. On peut juste l'écouter 2 secondes. Elle est votre alliée, elle n'est pas ralliée, a-t-elle dit, qui prouve qu'elle a une liberté probablement de penser, comme dirait Florent Pagny. Même si je comprends l'objectif, je ne suis pas dans cette démarche. Ce n'est pas à l'État. C'est plutôt une question de principe d'imposer, comment dire, dans l'intimité des gens, quels doivent être les prénoms d'un tel ou d'un tel. Bon, alors, c'était une faute de quart, c'est pas les sons. Enfin, on a peut-être autre chose à faire en ce moment que soumettre à référendum les prénoms. Pas du tout. Je réponds très vite. D'abord, moi, je ne suis pas un caporal-chef. Voilà. Les gens sont libres avec moi. Ils pensent, ils discutent, on se contredit. Vous savez, tous les gens qui viennent du Rassemblement national me disent « Oh là là, c'est formidable chez vous, on peut discuter, on peut échanger. On n'est pas immédiatement mis dans un placard parce qu'on a désobéi au chef. » Donc, moi, Marion Maréchal, quelqu'un que je respecte, que j'aime beaucoup, et on discute. Là-dessus, on n'est pas d'accord. Et vous ferez un référendum sur les prénoms? Ça sera dans mon référendum sur l'immigration. Absolument. Alors, vous avez changé? Non. J'ai dit que je le ferai. Donc, vous savez, tout ce que je mets dans ma loi référendaire... Si les Français vous disent non sur le sujet? Mais je pense qu'ils me diront oui. Et que simplement, c'est un symptôme de la défrancisation. Et donc, c'est un symptôme important. Ça, j'avais compris les explications, mais je voulais savoir si éventuellement vous disiez pas que c'était peut-être pas le truc le plus urgent à faire. Ah, mais j'ai pas dit que c'était le plus urgent. C'est un symptôme, mais il faut le traiter comme tous les symptômes. Sécurité. C'est peut-être votre côté un peu Trump. Vous avez parlé de l'instauration de la défense excusable. Alors, la défense excusable, ça permet à des citoyens qui seraient agressés de pouvoir se défendre, vous dites, sans risquer la prison. C'est-à-dire, est-ce que vous considérez qu'il faut armer tout le monde? Est-ce que c'est une société à l'américaine? Et même Marine Le Pen, qu'on avait vu, qui était sur ce plateau il y a 15 jours, a considéré que c'était très risqué, voire trop risqué, de laisser, en gros, les gens se défendre. Vous avez raison de prendre l'exemple sur Marine Le Pen, parce que je ne prends pas exemple, c'est simplement... La campagne de Marine Le Pen, elle renonce à tout ce qu'il y avait dans le programme de son parti. C'est quelque chose de nouveau, qu'on ait tous des armes. Non, mais peu importe. Je continue. Vous dites, c'est l'exemple américain. C'est ça que vous dites. Ah oui, sur le vous savez que la défense excusable est une notion du droit suisse depuis 1937. Je ne pense pas que la Suisse soit un grand western. Non. Par ailleurs, vous présentez mal, si je puis me permettre, ma mesure. La défense excusable, qu'est-ce que c'est? C'est simplement que le juge, je dis bien le juge, apprécie si celui qui s'est défendu, la victime, je rappelle que c'est la victime qui s'est défendue. Normalement, vous savez que la légitime défense, c'est la proportionnalité. On vous attaque avec un couteau, vous pouvez vous défendre qu'avec un couteau. Si vous défendez avec un pistolet, on vous dit « Ah bah non, c'est bon ». Le juge appréciera si la défense de la victime est... Non, pas du tout. Laissez-moi finir ma phrase, vous allez voir. Est excusée par la peur, par la violence de l'agresseur et qu'elle a dépassé la proportionnalité. Et donc, on sera excusé. Et donc, effectivement, il ne sera pas puni si ce n'est pas proportionnel, si le juge estime que la défense était excusable. Oui, ça n'a rien à voir avec le western. C'est un peu complexe. Non, pas du tout. La peur, le degré de peur. Vous savez, excusez-moi, les juges apprécieront. Pourquoi les juges suisses sont capables de l'apprécier et pas les juges français? Mais sur la question de Nathalie, est-ce que vous pensez que c'est bien, parce que peut-être c'est le cas aux États-Unis, que chacun ait une arme chez soi pour se défendre? Aux États-Unis, c'est pas ça qui fait peur, c'est la police qui fait peur.
Ah, la police fait aussi peur. Parce que, si vous voulez, la police, moi, en France, c'est la police qui a peur. Donc je veux changer ce rapport de force. Je veux que la police n'ait plus peur. Et pour cela, je leur donne, eux, en plus, la présomption de légitime défense comme Marine Le Pen. Oui, mais ce n'est pas ma question. Mais votre Ma question, c'est est-ce que vous pensez que c'est bien d'avoir chacun une arme chez soi? Mais pas du tout, je ne change rien à la législation sur les armes. C'est la question que je vous Pardon, je n'avais pas, excusez-moi. Une dernière question ultime. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a tout. Parce que dans la sécurité, il n'y a pas que ça. Vous avez pris une mesure. Il y a aussi des tas de mesures pour. Oui, mais c'est important pour renforcer. D'abord, le fait même d'arrêter l'immigration, ça va permettre de renforcer la sécurité. Et deuxièmement, j'ai des tas de mesures pour rendre la justice plus efficace. Les peines planchées, une véritable peine à perpétuité. La perpétuité réelle. Pas de réduction de peine. Mais ça a déjà été lancé par Dupond-Moretti. Des délinquants étrangers. Vous voyez, non mais c'est important de le dire aux Français. Ça, on l'a compris. Vous avez une dernière minute, je ne voudrais pas vous laisser sur une frustration. Non, oui, ça serait terrible. Vous avez tweeté récemment une photo de Marine Le Pen à côté d'une jeune fille voilée, avec un émoticône de genre goguenard. Cette jeune fille vous propose dans votre campagne de faire une photo avec vous, vous la envoyez bouler? Ah, pas du tout. Je suis toujours très respectueux des gens. Mais en revanche, je ne prends pas de photo avec elle et je lui demande d'enlever son voile comme je l'ai fait à Drancy. Très bien. Merci. Toujours respectueux des gens. Parfois, vous avez eu des petits gestes maladroits. Non, je précise pour faire sourire. Laurent Guimier. On m'avait insulté. Vous l'avez regretté. Oui. Celui-là, vous l'avez regretté. Vous ne regrettez pas beaucoup. Le doigt d'honneur pour nos téléspectateurs. Non, deux questions en réaction au débat sur la notion de défense excusable. On a tout simplement posé la question à nos 200 téléspectateurs. Ils sont 44%, un peu plus de 4 sur 10, à être d'accord avec vous, Éric Zemmour. Voilà le chiffre que je vous donne. C'est intéressant, presque une moitié. Et puis, question sur quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Qu'on ne manipule pas nos Français par rapport à ce que vous disiez au tout début. Parfois. Hein. Et puis, parfois, on est fair. Alors, question sur un sujet qu'on n'a pas abordé, le Covid, comme quoi les choses passent, changent. Le Covid. Question toute simple. Qui est toujours là. À nos 200 téléspectateurs, la fin du masque à l'intérieur, c'est une bonne chose, une mauvaise chose, ou ni l'un ni l'autre. Une bonne chose 43, une mauvaise chose 38. Comment vous analysez cette perception? Les gens sont partagés, manifestement. On n'en est pas sorti. Ah oui, moi je pense, depuis fin décembre, j'ai écrit une tribune dans l'Opinion pour dire que justement, c'est pas qu'on n'en est pas sorti, mais on en est sorti. C'est-à-dire, je m'explique en une phrase, vraiment en une phrase. L'épidémie est devenue endémique. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que il faut apprendre à vivre avec. Et donc il faut prendre uniquement des mesures pérennes. Vacciner les plus fragiles, continuer le dernier carré, mais utiliser les nouveaux médicaments, améliorer l'hôpital, vous voyez, et surtout supprimer les mesures d'exception. Donc le masque à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est une mesure d'exception. Et le pass vaccinal, je le supprime aussi. Et pardonnez-moi un mot, parce que c'est important, je réintègre tous les soignants qui ont été chassés de l'hôpital pour avoir refusé de se faire vacciner. On a besoin d'eux. Donc demain, vous êtes président de la République, il y a une 6e vague qui revient, on est à 300 000 contaminations jour, vous ne faites aucune mesure, vous laissez circuler le virus parce que c'est endémique, c'est ça? Je pense que le dernier virus Omicron a prouvé qu'on n'était plus dans un cas exceptionnel. Vous comprenez, on est dans un cas endémique, mais l'OMS le dit, tout le monde le dit. D'accord, même avec des hôpitaux qui sont totalement engorgés, vous ne ferez rien. Les hôpitaux ne seront pas engorgés, vous verrez. La dernière fois, vous avez pris un pari sur l'Ukraine et l'invasion. Éric Zemmour, faites attention. Vous avez raison. Mais accordez-moi que je n'étais pas le seul sur l'Ukraine. Non, mais vous étiez le plus enthousiaste dans votre pari, rappelez-vous. Mon tempérament. 21h55, on accueille tout de suite Dominique Seux pour parler justement d'une grande conséquence. Et ça, véritablement, c'est dans la tête de tous les Français et dans leur portefeuille. Et absolument, depuis la guerre d'Ukraine, le pouvoir d'achat et l'énergie. Nous accueillons le directeur délégué de la rédaction des Échos, éditorialiste économique de France Inter, Dominique Seux. Le jingle, quand même, pour le plaisir. On y va. Oui. Avant de rentrer sur le sujet vraiment du pouvoir d'achat et votre programme et ce que vous proposez aux Français, Éric Zemmour, Dominique Seux, vous vouliez commencer par la perception générale du candidat Zemmour dans les milieux économiques, puisque c'est des milieux que vous connaissez bien. Quelle image a-t-il ? Eh bien, vous inquiétez. Et évidemment, il y a les questions de votre programme, et on va y rentrer. Mais il y a une question quand même lourde. Vous savez, l'économie, c'est de la confiance. C'est impalpable, c'est compliqué. Vous savez, l'INSEE mesure à peu près tout le temps le moral des chefs d'entreprise. Or, vous n'avez pas d'expérience.
pas d'expérience politique. Vous êtes depuis 3 mois et demi candidat à la présidentielle, pas d'expérience gouvernementale, ministérielle, diplomatique. On n'a pas entendu beaucoup de responsables économiques ou syndicaux qui vous soutiennent, qui sont d'accord avec vous. Est-ce que c'est pas véritablement inquiétant dans un régime aussi présidentialisé, vertical que la France? Est-ce que c'est pas faire courir à la 5e, 6e puissance mondiale un risque considérable d'avoir quelqu'un... En fait, ça n'est jamais arrivé sous la 5e République, qu'un président arrive sans aucune expérience. Écoutez, 2 choses, très vite, parce que j'imagine qu'il y a des questions après plus précises. Premièrement, qu'est-ce qu'un président de la République? Ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le directeur de cabinet, ce n'est pas les hauts fonctionnaires. C'est quelqu'un qui doit avoir une vision de l'avenir, et une vision de ce qu'il ne veut pas et de ce qu'il veut. Moi, j'ai dit... C'est quelqu'un qui décide aussi, qui oui, décide attendez. Qui a une vision d'abord. Et ça veut dire que moi, je veux que la France reste la France, c'est ça ma vision, et je ne veux pas qu'elle devienne, que le pays soit grand remplacé, je l'ai dit 1000 fois. Donc, ça, c'est le président de la République. Le président de la République, il donne 2-3 grandes orientations, et ensuite, c'est au Premier ministre d'agir au jour le jour et de prendre les milliers de décisions. Oui, mais et le président de la République doit vérifier qu'elles sont bien conformes à sa vision. C'est ça la 5e République. Pardonnez-moi. C'est la 5e République, mais je vous parle aussi d'expérience de management, c'est-à-dire de gouvernement des hommes, de prendre des décisions dans le domaine militaire, économique. Les milieux économiques, honnêtement, se disent, mais au fond, est-ce qu'ils ne devraient pas se présenter, s'ils souhaitent se présenter, mais en 2027, en 2032, après avoir fait une période d'essai? Est-ce qu'il a les épaules? Voilà. Mais je comprends cette question, elle est légitime, mais pour tout le monde. Vous savez, depuis 40 ans, on n'a élu que des gens pseudo-compétents. Et en fait, tous ces gens pseudo-compétents, puisque pour parler comme vous, ils nous ont montré surtout leur impuissance et leur incompétence. Ce n'est pas moi qui étais au pouvoir. Mais on va être attendez, parce que ce n'est pas moi. Non, mais soyons très concrets. Mais moi, je suis très concret. François Mitterrand, quand il est arrivé en 1980, il savait qu'il pouvait faire peur aux milieux économiques. Il avait dit, il y a Jacques Delors dans mes bagages. Vous arrivez avec qui dans vos bagages, par exemple au ministère de l'économie? Je n'ai pas à faire peur. Est-ce que vous avez François quelqu'un, Mitterrand vous avez devait nationaliser. Mais vous savez, ça, d'abord, j'ai des gens très compétents qui m'ont déjà rejoint. Guillaume Pelletier, Marion Maréchal, Philippe de Villiers, etc. L'un des noms que vous citez pourrait occuper le grand ministère des Finances, par exemple. Mais vous savez, Monsieur le maire occupe le poste de ministre des Finances depuis 5 ans. Je ne crois pas qu'il ait de compétences économiques. C'est un littéraire, c'est un diplomate. Vous voyez, par exemple... C'est un énarque. Oui, c'est un énarque, mais... Oui. Donc il connaît le fonctionnement de l'État. Vous savez, il y a vous rappelez qu'il y a des hauts fonctionnaires. Et je vous le répète, ceux qui se prétendent compétents depuis 40 ans nous ont emmenés à 2000 milliards de dettes. L'inexpérience, c'est plutôt un atout, c'est ce que vous nous dites, et je l'entends. Quand on a la vision, le caractère... dans le très concret. Et la sincérité. Oui, le concret, si vous voulez, parce que c'est vraiment un sujet qui... Absolument. Le pouvoir d'achat, le gaz, l'essence. Vous avez dit... Ils ont flambé comme jamais. Ils ont flambé absolument comme jamais. On va voir les chiffres. La semaine dernière, on a un prix du gazole et du samplon 95 qui sont très élevés. Vous dites, je bloque à 1,80 € le litre d'essence ou de gazole. Je ne sais pas très bien, mais un des deux. En tout cas, comment est-ce que vous faites? Qui paye au fond? Très simple. Vous bloquez le prix à 1,80, c'était avant la crise, avant la guerre. Déjà, c'est haut. Quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, le prix était à 1,40, 1,50. Donc, vous voyez, déjà, c'est haut. Qui paye? Vous m'avez dit. Les grandes compagnies qui réduisent Donc, leur ça marge. n'est pas l'État, c'est plutôt les grandes compagnies. Exactement. Donc, les qui, grandes je vous rappelle, compagnies... gagnent de l'argent aujourd'hui, car elles ne payent pas, elles, leur pétrole plus cher. Donc, effectivement, elles rognent sur leur marge. Donc, l'État ne prend rien en charge, c'est les grandes compagnies. En gros, c'est Total. Exactement. Mais alors, comment font, par exemple, les grandes surfaces qui, elles, vendent quasiment à perte ou font très, très peu de marge? Elles n'ont absolument pas les moyens de payer vos 20 ou 30 ou 40 centimes. Donc, je ne comprends pas du tout, là. C'est une mesure provisoire. Ce n'est pas fait pour durer... Ce n'est pas fait pour durer des mois. Non, mais elles peuvent ou elles ne peuvent pas. Intermarché, Carrefour, etc., ils peuvent ou ils ne peuvent pas. Elles prendront leur marge, elles se débrouillent, elles perdent à perte. Elles peuvent vendre à perte plus. On n'a pas le droit. Ouais. Ah bon? Et pourquoi elles vendent à perte déjà là? Non, mais elles vendent sans marge. Ah, d'accord. Eh ben, c'est très simple. Elles s'arrangent. Donc en fait, ça n'est pas l'État. Mais non, mais ce n'est pas l'État. Ce n'est pas l'État.
Ça a été fait, cher monsieur. Vous avez l'air de découvrir la Lune comme si j'ai inventé quelque chose. Ça a été fait en 1991 par monsieur Pierre Bérégovoy pendant la première guerre du Golfe. Combien de temps? Quelques semaines. Voilà. Et c'est exactement ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai dit que ça allait durer 6 mois? Est-ce que c'est un système pérenne si les prix des carburants, comme c'est probable, vont s'installer dans la durée à un niveau élevé? Est-ce que j'ai dit que ça serait un système pérenne? Non. Mais si le prix du carburant est toujours aussi fort, le prix du brut, qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'il va redescendre, parce qu'il va y avoir... Vous prenez le pari, donc il va redescendre. Non, je ne prends aucun pari. Léa Salamé a raison, mais oui, j'ai senti. Je ne prends aucun pari. Mais en revanche, j'ai le droit de dire, voilà ma mesure provisoire. De toute façon, il n'y a pas de bonne mesure. Il y a d'autres mesures qui sont proposées. Là, M. Macron, lui, il descend encore, il aggrave encore le déficit et son fameux quoi qu'il en coûte. Non, mais donc ce qu'on doit retenir, c'est que ce n'est pas l'État, c'est les entreprises. Exactement. Sur les mesures qui ont commencé à être évoquées par Léa Salamé tout à l'heure, les 3 mesures qui ont été annoncées par Emmanuel Macron, le 65 ans, un certain nombre d'heures de... Le 65 ans, c'est la retraite. La retraite, pardon. Un certain nombre d'heures de travail d'intérêt général ou une activité pour le RSA et puis la baisse des droits de succession. Vous êtes d'accord avec chacune des 3? C'est ce que je retiens. La retraite, vous avez dit oui. La retraite, j'ai dit 64 ans. Bon, 64, 65. On est d'accord. Le RSA, qui serait conditionné à 15 heures de travail. Je ne suis pas hostile, je n'ai pas proposé, mais je ne suis pas hostile. Et la baisse des droits de succession? Ça, moi-même, je l'ai proposé, vous me l'accordez depuis des semaines. Moi, je propose même plus. Donc Emmanuel Macron vous a pillé cette idée Non. Vous savez, les idées, elles sont... Elles circulent. Voilà, elles circulent. Est-ce que vous êtes d'accord avec la revalorisation? J'ai pas fini, je voulais simplement dire que... Mais simplement, non, pour dire que moi, la réduction est de 200 000 euros et non pas de 150 000, et que je supprime complètement les droits de donation et de transmission pour les entreprises familiales. C'est important de le préciser. C'est important de le préciser. Sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires, Emmanuel Macron son gouvernement a évoqué une revalorisation du point d'indice. Ça concerne 5,5 millions de fonctionnaires. Vous achetez cette idée-là ou pas? Pour l'instant, non. Pour il l'évoque, lui-même, il ne l'achète pas. En fait, il annonce promet comme ça. S'il était réélu. Il promet s'il est réélu et encore de l'envisager. Donc moi, de toute façon, je vais vous dire, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Je ne vous cache pas. Je pense à des augmentations ciblées pour les infirmières. Les fonctionnaires ne méritent pour pas les profs. Que leur salaire c'est pas ça. Non. C'est ce que j'allais vous dire. Vous savez, les déficits de l'État sont colossaux. Donc, j'essaye de faire des économies. J'ai dans mon programme pas mal d'économies de prévues. Mais ce que je dis de tout, voilà, c'est ce que je vais vous dire. Voilà. Nous allons vers une inflation. Je pense qu'il va falloir tout reconsidérer, pas seulement pour les fonctionnaires. Si l'inflation perdure à 5%, à 6%, évidemment qu'on va devoir inventer des mécanismes qui vont rappeler d'ailleurs, et c'est très dangereux, les échelles de salaire d'antan. En tout cas, vous ne voudrez pas entrer de prime abord si vous étiez élu les fonctionnaires. L'inflation, pour finir. Il y a un débat très intéressant, alors qu'il y a un débat de politique économique, pour savoir si les banques centrales doivent relever les taux d'intérêt. Et j'aimerais avoir votre sentiment, puisque l'expérience, en tout cas, vous regardez, vous suivez les actualités, la Réserve fédérale américaine a augmenté hier soir les taux d'intérêt. La Banque d'Angleterre a fait la même chose. Le grand débat de politique économique, c'est de savoir s'il vaut mieux refroidir les prix ou ne rien faire sur le taux d'intérêt pour préserver la croissance. Votre opinion là-dessus? Christine Lagarde, elle vous écoute peut-être, elle vous regarde, elle a peut-être envie de savoir ce que vous voulez faire. Madame Christine Lagarde est censée être indépendante, puisque la BCE est censée être indépendante. Seulement, il y a un grave problème pour l'Europe et pour la France. C'est que si la BCE augmente ses taux d'intérêt comme elle devrait le faire, puisqu'il y a de l'inflation, et comme les Allemands l'incitent à le faire, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire que la dette française, accessoirement aussi italienne, espagnole, sera beaucoup plus chère. Et que donc, comme déjà, M. Macron a considérablement alourdi la dette, 600 milliards en 5 ans, c'est colossal. J'en conclus, pardon, que la priorité n'est pas de relever ce n'est pas moi qui... Pardonnez-moi, je vous ai dit, Madame Lagarde est la présidente de la BCE, elle est censée être indépendante. C'est en tout cas dans les statuts de la BCE. Votre avis, si donc, vous êtes mon avis, c'est qu'il va y avoir un conflit au sein de l'Europe entre l'Allemagne et les pays dits vertueux et les pays latins, qui vont tout faire, et c'est le gouvernement français a déjà commencé les pressions sur Madame Lagarde. D'ailleurs, c'est la seule à ne pas augmenter ses taux. Il vaut mieux sortir de l'euro? Non, j'ai pas dit ça. Quel rapport? Si, un petit rapport. Il faudrait augmenter les taux, c'est ce que vous dites. Je dis que Madame Lagarde va être obligée d'augmenter les taux. Et que là,
on va payer la gestion de M. Macron, le pseudo-compétent, le pseudo qui n'inquiète pas M. Seux. Vous avez eu le M. Seux, il n'est pas inquiété par M. Macron, et M. Macron, c'est lui qui a 2000 milliards de dettes, c'est lui qui a combien 85 milliards de déficit commercial en 2020. C'est lui qui a combien de positions extérieures nettes négatives à moins 395 milliards d'euros. Monsieur Seux, grand compétent, le Mozart de l'économie, qui ne fait pas peur du tout au patronat. La question, c'est plutôt de savoir ce que vous voulez faire. Bah, déjà, je ne peux pas faire plus mal. On l'a compris. Et je dis, moi, parce qu'on n'a pas parlé du pouvoir d'achat. Moi, le pouvoir d'achat... Si, les carburants. Les carburants, mais ce n'est pas tout le pouvoir d'achat. J'ai des tas de mesures, je dis en un mot, Léa. Vraiment en un mot, une phrase. Allez-y, mais vraiment en une phrase. Vraiment en une phrase. Le salaire net est trop bas en France et le salaire brut chargé, avec les charges, est trop haut. Donc j'ai trouvé plusieurs mesures qui sont dans mon programme, il suffit d'aller le voir, qui permettent d'augmenter le salaire net sans alourdir les charges sociales. C'est dit. Laurent Guimier, pour terminer. Oui, très rapidement, on a posé la question à nos téléspectateurs. Selon vous, quel est l'âge du départ en retraite le plus juste ? Évidemment, ça intéresse tout le monde. Les 64 ans sont à 18%, vous le voyez, Éric Zemmour. 65 ans en plus, ça n'est que 8%, hein. Évidemment. En fait, la majorité des Français, des Français non, des 200 plus Français CAG, qui nous suivent, moins il y a de monde. Ils veulent que ça reste à peu près. Veulent que ça reste, parce que ça revienne à 60 ans. Je peux leur dire un mot, simplement pour dire simplement. Ils vous écoutent, ils vous regardent. C'est gentil. Simplement, évidemment, je maintiens les mesures de pénibilité, de ceux qui ont commencé beaucoup plus jeunes, etc., hein, puisque c'est par trimestre, comme chacun sait, le système de répartition, mais c'est pour sauver le système de répartition. Et j'ai tas de mécanismes pour relever les petites retraites. La baisse de la CSG, j'augmente les pensions de réversion pour les veuves de 54 à 75% du taux d'origine. Je rétablis la demi-part fiscale des veuves. Vous voyez, il y a des tas de mesures pour les petites retraites. Laurent, une dernière ? Dernière chose, Éric Zemmour, nous poserons la même question aux téléspectateurs concernant Anne Hidalgo et Nicolas Dupont-Aignan. La prestation, après votre prestation, diriez-vous que l'image d'Éric Zemmour est meilleure, moins bonne, inchangée, meilleure 15, moins bonne 34, inchangée 51 ? Je veux dire, vous avez stabilisé ceux qui, pour qui vous étiez dans les clous, et voilà. Un commentaire, non ? Non, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Hier, Marion Maréchal, qui vous soutient lors d'un meeting, a eu cette drôle de phrase. Elle a appelé vos troupes à ne pas céder au découragement. Il y a un découragement dans vos troupes ? Il n'y a aucun découragement. Je vous assure, il y a vraiment un enthousiasme incroyable. Pourquoi elle a dit ça ? Je ne sais pas, je n'ai pas toute la formule, donc je ne sais pas. Vous, près d'Orléans, vous n'avez pas le droit de céder au découragement, jamais, lorsqu'on a l'exemple de Jeanne d'Arc. C'était une formule pour dire Jeanne d'Arc. Moi, franchement, il n'y a pas de découragement. Je pense que, je vous le répète, je pense que je serai au second tour. Et je pense que c'est moi qui suis la meilleure opposition à M. Macron. Parce que tout simplement, je vous le répète, je suis le seul à faire l'union des droites. Vous disiez qui sera ministre, etc. Oui. Non seulement les gens qui m'ont déjà rejoint, mais après le premier tour, moi, au second tour, il y a des gens de LR qui ont déjà annoncé, M. Bellamy, M. Ciotti, bien d'autres, vous voyez, qui vont quitter LR, parce que Mme Pécresse va aller avec M. Macron, et d'autres vont aller avec M. Macron. Et donc là, on va avoir... Je suis le seul à faire ça. Et si vous n'êtes Personne ne fera ça avec Mme Le Pen. Si vous n'êtes pas au second tour et que c'est Marine Le Pen, comme le disent les sondages aujourd'hui, parce que selon les sondages, c'est plutôt elle qui serait au second tour, est-ce que vous la soutiendrez ? Mais je serai au second tour. Si vous ne l'êtes pas, vous avez raté quelques paris quand même. Vous êtes cruel. Écoutez, nous verrons. Vous verrez que je serai au second tour. Vous ne dites pas ce soir, je ne la soutiendrai. C'est-à-dire qu'à la question entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, pas... Non, je n'appellerai pas à voter pour Emmanuel Macron. Ça, c'est sûr. Merci Éric Zemmour d'avoir participé à cette émission. Élysée 2022, première partie, merci. C'est fini. Avant Nicolas Dupont-Aignan, un peu plus tard dans la soirée, c'est au tour d'Anne Hidalgo de passer le grand oral de cette grande soirée, vous avez compris, de la présidentielle. Élysée 2022, à 3 semaines du premier tour. Anne Hidalgo va débattre avec le patron du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, notamment de ce dont on parlait, la réforme des retraites à 65 ans. Elle n'en veut absolument pas. On les retrouve dans un instant. Après ça, merci.